Et en fait, cette phase de test, qu'on avait estimée à quelques jours, quand ça se compliquait, ça peut prendre plutôt quelques semaines. Et une PME qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, en France, il y en a énormément. Plein de gens probablement jugent cette décision de partir vivre à Dubaï, mais peu de gens ont l'opportunité de le faire. Si j'étais resté en France, pour l'instant là, je serais beaucoup plus riche. Merci pour cette masterclass gratuite. Je maintiens qu'on peut habiter ici avec 2500 $ par mois. 30 000 euros, c'est mon plancher de cette année, ce qui représente une belle évolution par rapport à l'année dernière. Moi là, plus je gagne d'argent, plus j'en dépense. Bienvenue à tous dans ce 16e épisode d'Entre deux. Ça fait quelques semaines qu'on n'a pas fait d'épisode, mais là ça y est, on est de retour. On a plein de choses à se raconter, Alexis et moi, et on va profiter de ce podcast pour les aborder. Alexis, comment vas-tu ce soir ? Écoute, ça va, c'est vraiment drôle cette manière que tu as de switcher en mode professionnel, elle est absolument incroyable parce que je peux vous dire que Louis, juste avant, il est normal, il parle normalement, détendu, on fait des blagues et tout. Et là, vraiment, il a tout de suite ce ton de professeur devant une salle de classe, tu vois, c'est génial. J'adore. C'est un plaisir de devoir introduire les podcasts. Oui, ça va, écoute, ça va très très bien. J'ai une petite question, je vais poser un teaser pour toi en début de ce podcast. Mon coiffeur m'a posé une excellente question et je te propose de te poser la question maintenant et tu y répondras plus tard, peut-être à la fin du podcast. Il m'a posé une question et je ne savais pas quoi répondre. Cette question est la suivante. Comment as-tu perdu tes cheveux, Louis ? Question plus intéressante que ça. Est-ce que tu préfères avoir une vie de 160 ans ou 2 vies de 80 ans ? Donc 2 vies de 80 ans, ça veut dire que tu as une première fois ta vie, tu meurs à 80 ans et tu réincarnes, enfin tu renais. Tu as une deuxième vie et pareil, tu meurs à 80 ans aussi. Et donc, conjointement à cette question-là, tu ne dois pas y répondre maintenant du coup. D'accord ? Donc les 2 vies de 80 ans ou une seule vie de 160 ans. Et conjointement à cette question-là, si jamais tu choisissais les 2 vies de 80 ans, est-ce que la deuxième vie, tu déciderais de recommencer la même chose que dans la première pour avoir finalement plus de résultats, plus de facilité, tout simplement plus de résultats, plus de facilité, ou est-ce que tu ferais une vie complètement différente ? Est-ce que tu déciderais d'être un moine bouddhiste dans un temple en Thaïlande alors que ta première vie, c'était une vie de business à Dubaï, tu vois ? Voilà, on s'arrête là. C'est les questions, je les ai posées. Je te laisse y réfléchir. Là, ça y est, je vois ton cerveau, il chauffe, il est bouillant, il est déjà activé. C'est bon, là, le podcast entre deux, il est là, il est de retour. Mais alors, du coup, tu m'as posé la question comment ça va ? Je t'ai répondu ça va. Et toi, Louis, comment vas-tu dans ta nouvelle vie à Dubaï ? Ça va plutôt très bien. Complètement perturbé par mes questions. Ah ouais, j'ai plein de trucs en tête, j'ai envie de répondre. Attends, mais je réponds quand du coup ? Plus tard, c'était histoire de faire un teaser. On répondra vers la fin, mais peut-être pas à 55 minutes parce que du coup, on n'aura plus assez de temps. J'ai ma réponse, restez bien jusqu'à la fin et elle va sûrement vous étonner. Donc comment ça va ? Écoute, ça va plutôt très bien. On expérimente ce que c'est avant la vie à Dubaï, surtout la vie d'expatrié en premier lieu. C'est très intéressant, c'est un plaisir pour l'instant. Il y a aussi des petits déplaisirs, c'est normal, il faut s'adapter à plein de choses. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a beaucoup de bon, on va pas se mentir. On regrette absolument pas pour l'instant. Oui, mais alors là, on est entre deux. Pour l'instant général. On est entre deux, ça veut dire qu'on est juste entre nous deux. Et là, il va falloir que tu me dises, du coup, il va falloir que tu me détailles tous les bons et les moins bons côtés. J'ai besoin de savoir. Okay. Je veux savoir. Et c'est que moi qui veux savoir. T'as raison. Parce qu'il n'y a que nous deux là et personne d'autre n'écoute. Voilà. Ça, c'est sûr. Ok. On va commencer par les trucs moins bons. Okay. En fait, globalement, les trucs moins bons sont surtout des choses liées. Peut-être juste, on n'est pas. Il faut. C'est la reprise, c'est normal. Donc on n'est pas encore. Faut s'habituer à. Voilà, on est des podcasteurs et tout. Alors juste pour vous redire le programme de ce podcast. À mon sens, c'est que là, en fait, on fait un retour en force, évidemment, parce que tout le monde attendait le grand retour du podcast entre deux. Moi, je te propose, oui, très clairement, de se faire un podcast actualité où on parle de nos actualités respectives. Tout à fait. On va parler de ta vie à Dubaï et tout ce que tu allais aborder, où je t'ai brutalement arrêté. Et puis de mon actualité également, Copilos, tout ça. Et puis, on répondra notamment aux questions que j'ai posées, puisque maintenant, on est bien obligé d'y répondre à la fin du podcast. Je te propose de partir sur ce programme-là, on parle là-dessus. Parfait. Voilà, et je ne vous demanderai pas de laisser 5 étoiles à notre podcast puisqu'on vient de revenir. Peut-être que certains d'entre vous découvrent le podcast. Je pense que c'est encore un peu tôt. Juste prenez votre temps pour faire connaissance avec nous, avec notre contenu, notre travail. Prenez un café, un thé, écoutez-nous, écoutez cet épisode. Et si ça vous a plu à la fin de l'épisode, peut-être laissez une évaluation 5 étoiles. Mais si ça ne suffit pas, écoutez d'autres épisodes et peut-être que vous voudrez à la fin
laisser une évaluation 5 étoiles. Voilà, faut que tout ça revienne. C'est les habitudes de podcasteurs. Donc là-dessus, je te laisse reprendre du coup les bons et les mauvais côtés de ta vie d'expatrié à Dubaï. En fait, bon, tu as déjà une expérience de Dubaï puisqu'on y est allé ensemble. Globalement, les mauvais points, on va dire, ils sont découpés en 2 catégories. Il y a les mauvais points liés aux mensonges éhontés des influenceurs qui vivent ici et qui mentent, tout simplement. Qui mentent, ou en tout cas qui enjolivent la réalité. Ça, c'est la première partie. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on a entendues, qu'on pense, etc., qui ne sont pas vraies du tout. Et du coup, quand tu arrives, tu es un peu déçu parce que tes attentes sont extrêmement élevées. Moi, je suis quelqu'un qui a facilement des attentes extrêmement élevées. Tu as dû le remarquer. En tout cas, sur le fait que je m'emporte très vite sur les choses qui vont être bien. Tout de suite, ça va être incroyable, tu vois. Quand on a tourné le podcast à Dubaï, justement, j'en ai parlé toute la semaine. C'était le meilleur moment de ma semaine. C'était un abus complet. Hein. C'était un excellent moment, mais je ne sais pas si c'était le meilleur. En tout cas, moi, j'avais beaucoup d'attentes sur certaines choses. Et il y a des trucs qui sont juste pas vrais. Premier exemple, la propreté. Il est important de se dire que certes, c'est beaucoup plus propre que n'importe où en France. Mais je retiens un truc que mon père m'a beaucoup dit quand j'étais petit, c'est que c'est pas parce que quelqu'un arrive après toi que c'est pas grave d'être en retard. Et là, ça s'applique parfaitement, c'est-à-dire que la France est une poubelle à ciel ouvert. Donc forcément, Dubaï paraît magnifiquement propre à côté. Le truc, c'est que certes, c'est propre, mais il y a aussi des coins qui sont juste sales, avec des gens qui laissent leur clope par terre, des gens qui laissent leur verre en plastique, enfin leur gobelet en plastique ou leur gobelet en carton par terre. On a trouvé à un moment, pendant la balade du chien habituelle, on a trouvé des serviettes hygiéniques usagées sur le sol. Enfin, il faut se dire que des Français, je tiens à des Français à Dubaï. Sûrement des Français évidemment, mais voilà, dans les salles de sport, les 3/4 des gens ne rangent absolument pas les poids. Voilà, il faut aussi se dire que c'est pas le paradis dont on a l'impression quand on habite en France. La France, c'est très bien sur plein de points. Dubaï, c'est très nul sur plein de points, comme plein d'autres endroits. Je veux dire, il y a plein de choses. Donc, la première partie, c'est tous ces trucs-là. Ouais, je me permets de compléter sur la France, ce que tu dis. Je compléterai en disant que les grandes villes et les centres-villes sont une poubelle à ciel ouvert en France, pas la France. Parce qu'en fait, l'essentiel du territoire français, dès qu'on va en campagne, etc., très franchement, c'est relativement propre, c'est bien, il n'y a pas trop de problèmes. Par rapport à ce que moi j'ai connu quand j'ai voyagé beaucoup en Asie du Sud-Est, je peux te dire qu'en France, on n'est vraiment pas si mal. Vraiment, c'est finalement, j'allais dire Paris en fait, est une poubelle à ciel ouvert. Et après, je me suis dit, ah mais il y a des trucs, il y a des coins dans le centre-ville de Nantes où c'est pas foufou non plus. Et en fait, c'est les centres-villes, surtout des quartiers ou les centres-villes, plus que la France en général. Mais même si, évidemment, 90% du PIB est fait dans des centres-villes. Donc, c'est important quand même d'avoir des centres-villes propres. Voilà ce que je voulais compléter. Tout à fait. Et donc, ce qui fait que ça a l'air plus propre, c'est qu'il y a des gens qui nettoient en permanence et qui nettoient tout. C'est-à-dire que tous les matins, nous, on fait la balade du chien il est 7h50 quand on sort, quand on est dehors. Et là, il y a, je sais pas, peut-être une quinzaine, une vingtaine de personnes qu'on croise qui sont en train de nettoyer les mêmes choses tous les matins, qui sont pas forcément les trucs qui sont sales. Mais si c'était ultra nickel, je pense que la manière dont c'est géré fait qu'ils bosseraient un jour sur 2, les types. Et là, c'est pas le cas. Ils bossent tous les jours parce qu'il y a toujours un petit truc, toujours des petites choses, etc. Donc globalement, voilà. Premièrement, il y a ce petit détail, c'est pas aussi propre qu'on me l'a vendu. Ça reste très propre, hein. C'est un des seuls endroits de ma vie où j'ai pu marcher en chaussettes pendant une bonne heure à un moment, ce que je ne ferais pas à Paris. Mais pas autant qu'on nous l'a vendu. Autre petit point négatif, le bruit. J'ai déjà vécu en ville, j'ai déjà vécu à Rouen, j'ai vécu à Bordeaux, j'ai vécu à Nice. J'ai passé pas mal de temps à Paris aussi. Le bruit ici est juste incessant. C'est vraiment très, 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 très bruyant. J'en avais entendu parler. Même au 45e étage. Ouais. Même au 45e étage, même fenêtre fermée. Alors, fenêtre ouverte, n'en parlons pas. Mais c'est très bruyant. C'est bruyant la nuit. Il y a beaucoup de grosses voitures, en tout cas de types qui louent des grosses voitures et qui s'amusent à faire beaucoup de bruit le soir ou la nuit. Donc,
il faut aimer la ville, quoi. Si vous voulez venir ici et que vous n'aimez pas la très très grosse ville, c'est-à-dire que Paris à côté c'est minuscule, vous n'allez pas kiffer, quoi. Vous n'allez vraiment pas passer un bon moment. Donc il y a pas mal de bruit. Ça fait partie des trucs. Ça me gêne un peu pour dormir. C'est quand même un truc un peu présent au quotidien. Ok. Autre point négatif que je pourrais donner, ce qui est pas mal, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça d'autres. Après, il y en a des tout petits, mais qui sont des petites choses auxquelles s'adapter. Vraiment, là, je vais rentrer dans du détail. Il y en a qui vont se dire, ah là là, il a vraiment des sacrés problèmes dans sa vie, mais le sol est un peu chaud pour le chien. Et alors, pour ceux qui... Oh, mon Dieu. Non, mais alors, pour ceux qui n'ont pas de chien, vous êtes en train de rire comme Alexis. Non. Pour ceux qui n'ont pas de chien, vous êtes en train de rire comme Alexis. Je vous comprends. Je pense que j'aurais ri aussi. Mais en vrai, c'est un vrai problème. Si se brûlent les coussinets... Ah, cette phrase. Mais si se brûlent les coussinets... On est très emmerdé parce que le veto, ici, ça coûte un bras. Tiens, autre petit point négatif. Alors, c'est un point négatif mêlé d'un point positif, ça me fera une transition parfaite. On a dû aller chez le médecin. Rien de grave, vous inquiétez pas, mais on a dû aller chez le médecin et donc on n'avait pas encore l'assurance. L'assurance qui est un peu plus chère que ce qu'on m'avait prédit, notamment par le fait que j'ai des antécédents médicaux, dont un principal, c'est que je me suis fait une fracture du tibia et du péroné il y a 10 ans. Je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans. Eh bien, figure-toi que pour une assurance locale, cette fracture du tibia péroné qui date d'il y a 10 ans, je le rappelle, nécessite d'ajouter $4 500 par an de frais d'assurance supplémentaires. Quand j'ai demandé pourquoi, on m'a sorti le très célèbre « au cas où ». Le fameux casou, comme on dit, ce casou qui va peut-être me coûter $4 500 supplémentaires, puisqu'on est déjà on est déjà autour de 2500, non, on est déjà autour de $3000 à peu près par an, évidemment, et on m'en rajoute 4500 pour un accident qui m'est arrivé il y a 10 ans. Et qui n'a aucun antécédent, qui n'a aucune complication, aucun problème supplémentaire. Donc ça fait partie des petits plaisirs. Quand on arrive ici, on se rend compte que tout va être très cher. Autre point négatif, si je peux dire, globalement, tout est vraiment cher. C'est-à-dire vraiment très cher. Je l'ai même senti. Alors, je pensais que ton point négatif précédent ferait la transition vers un point positif. Tu avais dit, mais du coup, tu as perdu ta transition. Ok. Mais je comprends. Tu as une liste de points négatifs tellement longue que voilà, c'est pas grave. Je te laisserai aller au bout. Mais concernant les tarifs, notamment, parce qu'on en a parlé tous les deux. Et vous avez vraiment bien insisté sur le fait qu'en venant à Dubaï, c'était pas aussi cher que ce qu'on pensait. Et même moi, je donnais des exemples. Je dis, bah oui, c'est vrai, parce qu'en plus, regardez, on peut venir loger ici, faire ci, faire ça, etc. Et en fait, moi, je vois aussi là vos débuts à Dubaï, enfin vos premiers jours, premières semaines, le logement, tout ça, tout ce que vous nous partagez. Et je me dis, mais en fait, ça coûte la peau du cul. C'est quand même super cher. Alors, je sais que vous voulez pas faire de compromis non plus, et vous voulez des bons logements, vous voulez bien vivre et tout. Mais le fait est que ça coûte uniquement vraiment très cher là, ce que vous faites. Oui, mais c'est ce qu'on fait. C'est pile ce qu'on fait. C'est-à-dire que vivre, je maintiens comme je maintenais quand j'y suis venu en vacances et comme je maintenais avant d'y venir, qu'on peut habiter ici avec $2500 par mois. Ouais, okay. Ça, c'est clairement... Tu vas pas vivre la vie comme sur Instagram. Je ne vis pas la vie comme sur Instagram. Mais tu es dans une bonne tour. Je suis dans une excellente tour, ça c'est certain. C'était le point le plus important. C'est là où je passe 95% de mon temps, donc c'était vraiment important quand même. On veut un grand appartement parce qu'on veut 2 chambres pour pouvoir avoir un studio. Plus on est 2, plus le chien, etc. Donc on a quand même envie d'avoir un peu d'espace. Mais en fait, tout ça c'est un choix. C'est-à-dire que si tu veux vivre en dehors des 3 quartiers principaux qui sont le centre-ville d'IAFC, là où on est, et la marina, si tu vis en dehors de ces 3 quartiers-là, tu peux vivre avec 2500 € par mois ou $2500 par mois, ce qui, je pense, est assez compliqué à Paris. Centre, je veux dire, Paris centre. Ouais. Tu vis mal, quoi. Tu vis mal, je pense, très très mal même, dans Paris. Ici, tu peux t'en sortir avec un appartement de 50 mètres carrés et manger, vivre normalement, quoi. Tu prends le métro, etc. Okay. Pour $2500. Nous, ça coûte très 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 cher parce qu'on veut, et moi, j'ai pas du tout envie de faire de compromis sur plein de choses. Mais le truc, c'est qu'en fait, il y avait un truc sur lequel je voulais pas faire de compromis, c'était l'appartement. Ouais. Et du coup, ça entraîne plein d'autres choses.
Ça entraîne que quand on descend boire un verre, le moindre jus, Parce que vous jus êtes de dans fruits des beaux est quartiers, à du coup. 10. Ouais. Ouais, c'est ça. Le moindre jus de fruits est à 10 euros. Donc forcément, si tu y vas tous les jours, je fais un petit calcul rapide, ça fait 20 euros par jour. 20 euros par jour, ça fait 600 euros par mois de jus. Pour du jus. Donc, pour du jus. C'est des effets de voilà, bord auxquels tu penses pas forcément avant. Et en fait, même moi, tu vois, Voilà. pour ainsi dire, j'y pensais pas du tout. Mais en fait, c'est vrai, beau logement égale forcément vivre dans un beau quartier. Beau quartier Ouais. égale peut-être même pas les prix des jus que tu as vu quand tu étais parti voyager à Dubaï et que tu as fait un petit peu le tour, C'est ça. que tu es allé dans plein de trucs. Mais là, tu es uniquement à l'endroit où c'est cher en fait. Et tu pas l'intention de faire 20 C'est ça. minutes de Uber par jour pour aller boire un jus. Donc, Non. du coup, tu te retrouves avec ton jus à 10 euros et en fait, tu as une grosse inflation de tout ton niveau de vie au final. Ouais, clairement. Tous ceux qui pensent que... mon business croît en même temps que mes dépenses augmentent. Donc, on va dire que ça s'équilibre, mais T'aurais bien le voulu que ça cadre de s'équilibre vie pas est autant. bien mieux. oui, mais on va dire que le cadre de vie est mieux, mais si j'étais resté en France, pour l'instant, là, je serais beaucoup, beaucoup plus riche. Mais, et en France, et pas à vraiment, Paris. quoi. Parce que moi, c'est ça le petit jeu que je fais. Parce que comme nous, on hésite Ouais. à aller vivre un court instant de notre vie à Paris. On compare à chaque fois, on fait toujours le calcul du coût d'opportunité. On se dit, mais attends, si on est prêt à mettre 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros dans un loyer à Paris, on est pas mal. Ensuite, peut-être on est bien, ensuite peut-être on est très bien. Mais si tu mets les mêmes loyers quand tu restes en province, j'ai pas dit qu'il fallait aller dans la Ah bah campagne, oui. mais juste quand vous restez en province, je sais province égale campagne pour les Parisiens, et que tu mets le même loyer, 3 000 euros par exemple de loyer autour de là où j'habite, bah je suis un seigneur en fait. Ouais, bah oui. Alors que je suis rien du tout à Paris. Et rien du tout à Dubaï aussi, j'imagine, quoi. Donc effectivement, vous avez le niveau de vie qui Ouais. change complètement. Si vous étiez resté dans la même région que vous viviez avant en France, sans forcément aller à Paris, Oh là et que là, vous vouliez je mettre pense le qu'il y a même pas de loyer loyer. dans un logement, vous auriez un logement incroyable. Vous auriez une voiture incroyable, vous Ouais, auriez une vie incroyable. Oui, c'est ça en fait. Vous auriez pas la vie de Dubaï. mais quoi, du on- coup, forcément. Non, c'est ça. Oui. En fait, c'est juste un choix. Je comprends carrément Oui. les gens qui restent en France parce que ils sont bien là-bas et ça leur va très bien et tout. Nous, peut-être qu'à un moment, Dubaï ne nous ira plus et qu'on ira, je sais pas, ailleurs, à Stockholm, tu vois. Je sais pas, mais on peut aller n'importe où. Le but, c'est en fait de s'y sentir bien. C'est le seul critère. C'est le seul et unique critère. Il n'y en a pas d'autre. Se sentir bien fait qu'il y a plein de sous-critères qui viennent en découler, mais c'est le premier truc, quoi. C'est vraiment le truc principal. Donc voilà, après il y a plein de points positifs divers et variés. Le cadre de vie est génial. Globalement, je peux résumer tous les points positifs par un giga point positif, c'est tout est plus simple. Au jour le jour, je me prends moins la tête. Mon cerveau est moins parasité par des choses externes et annexes. Et c'est pas du tout lié à la croissance des revenus. C'est vraiment lié à des petites choses, plein de petites choses. Tout fonctionne. On tombe jamais sur rien qui ne fonctionne pas, par exemple. Ce qui en France m'arrivait fréquemment, sur des petits trucs du quotidien. Tout est ouvert, tout le temps, non-stop. Du lundi au dimanche de 10h, ça ouvre un peu tard, à 22h30. Tout est ouvert tout le temps. Et tu te poses pas la question. Là aussi, vous êtes dans un Airbnb, tout est- donc j'imagine que ça a un impact sur les tâches ménagères ou toutes ces choses-là, de toute façon, que vous faites sans doute pas dans ce cadre actuel. Je sais pas comment vous voyez les choses après. Mais... Si. Ouais. Si, là, on les fait actuellement. Ok. On les fait actuellement, notamment parce qu'on a le chien et Ah. qu'on n'a pas envie de faire venir. On n'a pas envie de faire venir des maids une fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Et surtout que en ce moment, le chien, vu qu'on vient d'arriver et que ça fait un énorme choc thermique pour lui, il a perd une beaucoup de- perte de poils. Hmm. Il a une perte de poils qui est telle que j'aurais honte d'inviter des gens chez moi. C'est-à-dire que je lance l'aspirateur automatique. J'ai acheté un aspirateur automatique tellement c'était terrible. 3 fois par jour. Dans tout l'appartement. C'est vraiment terrible. Donc là, actuellement, on le fait nous-mêmes et on le fera peut-être encore nous-mêmes après. Ça, je sais pas. Mais effectivement, c'est le genre de truc. Tu peux commander le matin. Tu peux commander une maid, donc une femme de ménage, qui vient en début d'après-midi, qui te nettoie tout ton appart. Si tu veux recevoir du monde le soir, par exemple. Tu peux commander des massages sur la même application que celle où tu commandes de la nourriture. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, tu peux commander de la nourriture et tout et n'importe quoi. Autre chose qui te plairait beaucoup et qu'on n'a pas beaucoup vu d'ailleurs, ça je voulais t'en parler. On avait
on s'était pas rendu compte à quel point. Enfin, moi, je m'en étais pas rendu compte et je pense qu'on n'en a pas parlé, donc on n'avait pas dû s'en rendre compte ni l'un ni l'autre. Il y a énormément de choses qui chez nous sont de la malbouffe ou de la malnutrition. Des endroits précis où c'est positionné qui ici sont de la nourriture healthy, high protéines, etc. Ah ouais. Exemple tout bête, aux caisses du supermarché. Chez nous, c'est des Kinder Bueno, des Smarties, des briquets, etc. Ici, c'est une rangée de sachets d'une portion de whey protéiné. Le pays est dans le bon état d'esprit. Mais vraiment, c'est exactement ça. Il y a un rayon bio entier comme chez nous, un rayon normal entier comme chez nous, et un rayon entier high protéine avec tout, mais en high protéine. Donc ça, c'est juste trop bien, parce que quand tu fais tes macros et tout, c'est trop bien. Le prototype de l'immigré qui vient à Dubaï, enfin des expatriés qui viennent à Dubaï plutôt, c'est vraiment, je pense, en moyenne, il doit y avoir une proportion assez élevée, un pourcentage assez élevé de gens qui sont des gens un peu healthy, fitness, etc. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il y a un product market fit, hein, j'imagine que c'est pas pour rien. J'avoue qu'en général, en moyenne, dans les autres pays comparé à la France, souvent en Asie, j'ai vu beaucoup plus de rayons ou de produits protéinés. C'était le cas au Japon. Ouais. Tu trouves des produits protéinés hyper facilement dans tous les combini, partout, tout le temps. Tu as des yaourts protéinés, des bars et ça prend pas mal de place. Et j'ai vu ça aussi en Asie et je crois que j'ai vu ça ailleurs aussi, mais c'est vraiment que en France pour le coup. Peut-être en Europe aussi, je n'ai pas fait gaffe en Italie, mais en France où tu n'as à peu près rien, tu n'as même pas une barre protéinée en fait dans l'épicerie du coin. Il n'y a pas grand-chose. Au supermarché, le Carrefour City ou des trucs comme ça. Donc là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a une inadaptation du marché en ce qui me concerne en France, une inadaptation évolutionnaire. Je ne suis pas fait pour cet environnement-là. Parce qu'au Japon, c'était incroyable. J'ai acheté 3 yaourts, c'était terminé, j'avais 30 grammes de protéines sans rien faire, alors que ça se mangeait comme ça facilement. Donc à Dubaï, c'est pareil du coup. C'est pareil, et c'est même... j'ai pas vu au Japon spécialement, mais ici, à un moment, on se faisait la blague, quoi. On se marrait tellement il y en avait. Parce qu'en fait, au moindre truc, t'as le truc normal, et à côté, le même, mais high protein. Et t'es en mode, mais en fait, ils l'ont fait avec tout. Donc ça, on s'est bien marré. Je crois que c'est comme ça, j'ai pu voir... aux États-Unis, dans des aires d'autoroute, il y a souvent des trucs un peu protéinés, je crois, beaucoup aux États-Unis. Je crois que j'ai vu au Texas, en tout cas, des vlogs au Texas qui montraient ça. Et ils ont aussi beaucoup cette culture, justement, au lieu d'avoir juste un Kinder Bueno, t'as un sachet de une portion de whey ou une barre protéinée, tu vois. C'est vraiment pour les gens qui sont en déplacement ou qui ont oublié leur truc. C'est pas pour les gens qui découvrent, quoi. C'est pour les habitués. Ah merde, j'ai oublié ma whey aujourd'hui, hop. Ouais, t'as pas besoin d'acheter un Donc, pot de 2 kilos. Ça, je trouve ça vraiment cool. C'est ça, tu vois. T'as aussi, dans toutes les salles de sport, qui sont pas celles des tours en tout cas, t'as de quoi acheter des jus détox, high protéine en sortant, etc. Enfin, ils sont vraiment... On sent que c'est fait pour consommer aussi. Après, moi, si c'est consommé comme ça me va, tu vois. Donc, c'est un arbitrage, mais c'est bien fait. Faut choisir ses incitations aussi. Beaucoup de gens cyniques se diraient en fait. Du coup c'est du foutage de gueule, c'est pas la plupart de ces boissons sont pas healthy, puis en fait ils vous poussent juste à consommer et puis ci et puis ça. Oui, mais nulle part sur Terre c'est parfait, mais si on crée ce genre d'incitation là à Dubaï par exemple, en fait je préfère vivre dans ce monde là que dans le monde dans lequel je suis aujourd'hui, de Smarties, de sucettes et voilà. Et en plus il y a toujours de la place pour des sucettes et des Smarties, mais quitte à créer des incitations au niveau des caisses. Si tu mets des trucs healthy et tout, je trouve ça super cool. Moi, je suis à fond là-dedans. Ouais, ça c'est trop bien. Même détox si vous voulez, même des thés détox. Ça envoie des bons messages subliminaux si tu veux aux gens et tout. Je me dis c'est bien, ça part d'une bonne intention. Tout le monde est content. Le vendeur de thé. Ouais, c'est ça, le vendeur de thé qui a bien arnaqué tout le monde, mais au moins les gens boivent du thé au lieu de bouffer des Kinder. Et dernier truc qui change beaucoup pour le coup mon quotidien. C'est que depuis le début de cette semaine, Victoria ne me prépare plus mes repas, puisque c'est elle qui me prépare mes repas depuis 5 ans. Maintenant, je suis livré tous les 2 jours, toutes les 48 heures, par un chef qui me prépare mes petits repas. Donc, j'ai entré mes macronutriments, j'ai choisi les différents plats que je voulais. Avec le nombre de protéines, le nombre etc. Et donc, je mange des plats très bons que Victoria n'a pas besoin de cuisiner, qui arrivent toutes les 48 heures chez moi. Et ça, c'est vraiment génial. C'est génial en gain de temps. Incroyable. Là, tu me rends super jaloux. C'est génial. Ça part d'un service en ligne, c'est vraiment top. Et donc, c'est connecté, tu as un chef qui fait le taf et tout. Et ça s'appelle comment ? Ouais.
Ça s'appelle FIT, F-I-T-T. Ça s'appelle Je simplifie ta Tu vas- vie à Dubaï et pas en France.com. Exactement, c'est exactement ça. Comment tu dis? Parce Et, que j'étais en train de et préparer c'est ma blague vraiment- et du coup je t'écoutais pas. Je suis désolé. T'as dit FIT. Je crois, parce qu'on en a comparé beaucoup, je crois que nous, au final, on a pris FIT, F-I-T-T. FIT 1000. Et, Je vais regarder ça. et Mais c'est... j'imagine qu'il n'y a pas ça et c'est au vraiment- chapitre. Non, je pense pas. Même la warehouse est à C'est- Dubaï, tu vois. Donc non, c'est vraiment une boîte Dubaïote. On dit Oui, ok, Dubaïote, ouais. je suppose. Une boîte Dubaïote. Ouais, on dit Dubaïote ou Emirati. Ok. Et donc ça c'est vraiment génial parce que du coup je mange des tas de trucs qui prennent énormément de temps à préparer et qui sont très très bons et c'est instantané quoi. Et c'est livré, ils sont très sympas, tout se passe sur WhatsApp. Ça c'est pareil, c'est un des trucs vraiment très très bien qui va mettre des décennies à se développer en France. Tout est sur WhatsApp. Pour booker ton coiffeur, c'est sur WhatsApp. Pour commander à manger, le gars te répond sur WhatsApp si besoin, ou alors il y a une app. Mais Ça, c'est fonctionne vraiment sur la WhatsApp. culture du pays tout pour se le fait coup, sur parce que rien n'empêche les gens en France de faire pareil. Mais là, pour le coup, c'est vraiment aux entreprises Non, de rien. mettre ça en place, etc. Donc, c'est vraiment une question de Ouais. culture, parce que je sais qu'à Dubaï, on peut au moins leur donner ça. De toute façon, c'est qu'il y a quand même une grosse culture de l'innovation. J'ai l'impression que c'est une obsession quand Ouais. même là-bas. Donc, du coup, c'était assez naturel. En France, il n'y a pas spécialement une culture de l'innovation, pas plus qu'ailleurs en tout cas. Et ouais, j'imagine que ça doit être très très agréable parce que je me rappelle même en voyageant en Asie, des fois, Ouais. je bookais des petits services ou des trucs, ça se passait tout le temps via WhatsApp, etc. Mais Donc, oui, c'est trop bien. Ouais. Bah ouais, non, bah chouette. Et donc, ouais, voilà. Globalement, c'est un environnement qui est sûrement pas fait pour tout le monde. C'est loin d'être le paradis. C'est juste une très grande ville, assez fluide. Il faut Le pas réseau, trop avoir de t'as- problème T'as avec pas parlé du la réseau société de comme étant un consommation. avantage, mais on va dire que en tout cas, tu as des opportunités de rencontrer plein de gens intéressants pour ouais, toi. ça, ouais, parce que tu- ouais, ça c'est sûr. Ça, on en est au balbutiement, donc je Ouais. sais pas encore exactement à quel point c'est bien. On a un gros. Enfin, on a un événement d'ici quelques jours. Là, on est mardi au moment où on tourne ce podcast. On a un événement jeudi où on va rencontrer certainement du monde, voir des conférences et tout. Donc, on verra si c'est vraiment si pertinent que ça. Mais j'ai croisé des Français ici qui m'ont dit que c'était très bien. Donc, il y a effectivement des chances que ça ce soit très intéressant. Pour l'instant, on n'est pas encore trop sorti. On n'a pas encore trop discuté avec les gens. Ok. On s'est pas encore fait de potes. On n'a pas cherché du tout. Mais des quelques personnes avec lesquelles on a déjà pu discuter, c'est très facile puisque tout le monde est là pour ça. Donc ça se fait vraiment très bien. Ok. Bon, bah top. Donc, et globalement, voilà. liste des points positifs, négatifs. Globalement, pas de regrets pour l'instant. Ça, c'est un peu tôt pour parler de regrets. Non. De toute façon, vous êtes content ou pas content. Ouais. Enfin, on en reparlera dans un an, je pense. Mais en tout cas, c'est une Ouais. très très belle expérience que tu fais là. Et plein de gens probablement jugent cette décision de partir vivre à Dubaï, mais peu de gens ont l'opportunité de le faire. Et je pense que c'est une belle aventure humaine avant tout. Et que tu vas pouvoir te faire un avis Ouais. sur Dubaï, sur les gens là-bas, rester, pas rester. Et puis la vie continue, quoi. Donc en tout cas, bravo pour ça. Et bravo d'avoir eu les Exactement. moyens, l'ambition et les moyens de le faire. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. On dirait que c'est la fin du podcast. Mais pas du tout, rassurez-vous les amis, on est Merci à restés là. tous. Ok, très bien. Mais oui, je suis. Merci. Et oui, je le vois comme ça aussi. C'est une belle aventure. On verra si on reste, si on part, si on va ailleurs. On verra bien. Pour l'instant, on a très envie de rester. Ok, pas trop de complications en tout cas pour l'instant. Là, ça va, ça se stabilise un petit peu le temps de chercher un logement pour vous d'ici quelques mois. Ouais. C'est ça, hein, d'ici quelques Ouais. mois. Je fais semblant a de pas pris un savoir parce Airbnb. que c'est pour les auditeurs. On a pris un Airbnb pour l'instant. On reste dans le Airbnb jusqu'à fin juillet. Comme ça, on a le temps de se poser, de se remettre à bosser, de scaler l'activité, puisque là, ça augmente très rapidement. J'ai les derniers chiffres d'ailleurs du mois dernier que je ne soupçonnais pas, tellement on a dépensé, mais qui sont très intéressants. Et, Tu veux les partager? et ouais, là, ouais, ça peut. Ça fait une bonne transition vers la partie business, parce que j'ai des questions à te poser et j'ai t'as des actualités à nous partager aussi. Donc oui, c'est bien pour le mois de mars. Pour le mois de mars, on a fait 25 000 € de chiffre d'affaires. Bien. Donc c'est très très cool. Je m'y attendais vraiment pas du tout pour le coup parce que c'est, je pense, le mois où j'ai le plus dépensé de toute ma vie. Je vais vous dire, moi, en parallèle, combien d'années il m'a fallu pour arriver à 25 000 € de chiffre d'affaires sur un mois. Ça va être intéressant à mettre en perspective.
2020, ce n'est pas arrivé. 2021, 25, hein, si c'est vraiment 25, 2021, ce n'est pas arrivé non plus. 2022, fin 2022. Alors, j'étais pas loin avant, hein, mais sinon, moi, fin 2022, donc il m'a fallu littéralement, entre le moment où j'ai ouvert la chaîne et le moment où j'ai fait un mois à 25, il m'a fallu 2020, 2021, 2022, 3 ans et demi. Il m'a fallu 3 ans et demi. Bon, alors, je l'ai bien passé le 25 au moment où je l'ai passé, et juste avant, sinon, je l'avais flirté. Mais 3 ans et demi, sachant que les premiers 6 mois, j'ai pas monétisé du tout, voilà. Mais ça vous donne un peu un ordre d'idée de... alors, ça vous donne une dose de réalisme surtout, vous qui nous écoutez. Voilà, parce que je continue de répéter quand même que Louis a un super parcours, tellement super que du coup ça va un peu vite et on a du mal à suivre. Mais du coup, ok, 25 du coup le mois de mars. J'ai hâte qu'on parle du mois d'avril. D'ailleurs, j'ai jamais, c'est pas volontaire du tout. Je sais pas, vous pourrez me dire en commentaire si vous voulez. J'ai jamais parlé de mes chiffres, je crois pas dans le podcast. Si, de WP non, Origami si et tu de mon l'as business. fait Je crois pas que je le fais en fait. Non, tu l'as peut-être Alors, pas fait. c'est pas tabou. Toi, mais c'est juste que Alexis, sur ce mois de mars. Je veux bien en parler, mais je te laisse terminer. Là, tu étais en train de. Vas-y, parce que je t'ai coupé. Donc, 25 000, c'est super. On est très content. C'est aussi le mois où j'ai le plus dépensé de ma vie, puisqu'on a dû dépenser quelque chose comme 25 000 à peu près. Donc, bon, oui, mais ça crée un certain équilibre. Oui, mais c'est pas grave. Hein. Bon, qu'est-ce que 25 000 € finalement Non, mais on a aussi beaucoup dépensé pour la société. Et là, on est dans une phase, et ça fait partie des trucs que je veux aborder avec toi, des questions que je veux te poser, même en tant qu'ami, mais aussi en tant que personne qui a plus d'expérience que moi. Là, on est dans la phase où on va sûrement déléguer pas mal de trucs. On est dans une phase où on a envie de scaler, on n'a pas envie de stagner longtemps entre 20 et 30. On a envie de passer quoi ? Non, mais... C'est quoi qui te fait marrer ? Parce que du coup, moi, non, mais j'ai pas stagné longtemps non plus entre 20 et 30. Enfin, si, en fait. Attends, laisse-moi revoir mon fichier. 2023. Ouais, hors lancement sur les mois normaux, ouais, si, un petit peu quand même. Hein. Mais c'est pas grave. Tu peux encore me demander des conseils tant que je fais un peu plus que toi. Et puis après, on changera les rôles. Vas-y, dis-moi. Donc, on est dans la période où on veut scaler, on veut déléguer aussi pas mal de trucs pour se libérer beaucoup de temps et faire les autres trucs encore et encore, parce qu'il y a toujours plus de trucs. On dirait que quand tu délègues des trucs, après tu as 5 heures par jour où tu fais rien. En fait, ça se passe pas du tout comme ça. Il y a toujours plus de trucs, c'est une espèce de masse incessante. Et donc là, on a pas mal parce que forcément, quand on commence à faire ça commence à se voir pour les agences, etc. Donc, on a eu de plus en plus de propositions. Et il y a principalement 3 points. Premièrement, on va commencer à prendre des gens pour faire des formations avec nous. Ça va commencer d'ici le mois prochain pour une formation SEO. On a trouvé un consultant SEO qui a l'air extrêmement compétent, qui... a travaillé avec Decathlon notamment, il travaille avec des grosses marques, avec du e-commerce aussi. Donc il a l'air très bon, il est très emballé, il est un peu techos, mais il le sait, je lui ai dit, donc ça va être à moi de vraiment le cadrer, calmer cet aspect-là. Et on a une deuxième personne avec laquelle on va sûr à 100% travailler sur une formation pub. C'est le gars qui m'envoyait le plus de clients quand j'étais freelance. Quand j'avais mon activité de freelance à plein temps, qui lui en fait a une agence de publicité, de génération de leads. Et lui, il va faire du coup de la publicité, il va faire une formation pub avec nous. Mais il va aussi faire autre chose avec nous dont je ne peux pas parler en podcast, mais je t'en parlerai, toi, bientôt, lors de notre apérify. Mais ça va être très intéressant. Et donc, ça, globalement, je vois à peu près comment faire, puisque je vois comment tu as fait avec moi. Et globalement, je vais reprendre à peu près exactement le même fonctionnement, la manière dont ça s'est fait, puisque c'était très fluide. Je vais, je pense, un peu plus les cadrer, puisque c'est entre guillemets des profils moins chanceux que quand tu es tombé sur moi. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà pour ambition de faire une chaîne YouTube, etc. Là, je sens que je vais avoir besoin de les cadrer un peu plus, mais c'est quand même très cool. C'est quand même des bons profils. Et j'ai eu 2 autres opportunités et j'aimerais savoir si toi c'est un truc que tu as déjà songé et est-ce que c'est un truc que tu aimerais faire à l'avenir ou pas. La première opportunité, ça on lui a dit oui et on l'a payé, donc c'est sûr qu'on va le faire. C'est un type qui m'a contacté pour
lancer mon compte Instagram et faire plusieurs choses. En fait, lui, il a une agence où il s'occupe de créer les contenus. Donc, il trouve les sujets, il fait le montage, etc. La seule chose qu'il ne fait pas, c'est le tournage, forcément, puisqu'il n'est pas sur place. En fait, il trouve des sujets de short, il rédige les descriptions et il a un système qui s'appelle le système de loop, où en fait, c'est des shorts qui durent quelques secondes et qui ont une description longue qui détaille, qui explique quelque chose sous forme de tutoriel par exemple. Il y a plein de choses possibles différentes. Et le but, c'est que comme les gens lisent la description, le short est vu plein de fois. Et de ce fait, ça permet de premièrement booster les stats et deuxièmement créer une automatisation avec ManyChat. ManyChat étant le seul outil validé par Instagram qui permet des automatisations. Et donc quand les gens vont commenter un certain mot, ça va directement leur envoyer un DM avec par exemple un lead magnet, un fichier en lien avec le short. Alors quand je dis short, c'est un abus de langage, je veux dire les formats horizontaux, les reels sur Instagram en l'occurrence. Et donc lui, il va nous prendre 1 500 € par mois pour nous faire un short par jour avec automatisation, avec les documents, etc. etc. Le but, c'est d'amener les gens dans les tunnels. Et donc, ça va être très net. On va pouvoir voir à la fin de ce mois si ça a été rentable ou pas, puisque c'est 1 500 € investis. Ça va permettre d'amener des gens dans les tunnels de vente. Et nous, on va mettre un code précis. Donc, on va voir combien de fois il a été utilisé. Et si c'est rentable, si ça nous rapporte plus de 1 500 € par mois, on va continuer. Peut-être faire 2 shorts par jour, par exemple, etc. etc. Le but, c'est de développer un compte Instagram, mais je lui ai bien fait un gros brief. Il a été assez bon d'ailleurs sur les demandes à ce niveau-là, où je lui ai bien dit que je ne voulais pas de Reels lifestyle, gagne 10 000 €, etc. Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est de l'éducatif, du prof, de l'apprentissage. Et il a adapté toute sa stratégie en fonction de ça, donc c'est assez cool. Est-ce que toi, c'est un truc que tu comptes faire à un moment, déléguer la partie Instagram, et qu'est-ce que tu penses de ce genre de type qui propose ce genre de service ? Oui, alors quand tu dis déléguer la partie Instagram, ça veut dire qu'il réutilise uniquement des tutoriels que tu as déjà, il découpe des choses du materials qu'il a déjà à droite à gauche. Ouais. Tu prends quand même le temps de faire un tournage vraiment Alors, face cam avec du contenu taylorisé pour ça ou pas du tout? Un Reels sur 2, il va chercher du contenu. Ouais. Et un Reel sur 2, c'est moi qui ai un petit truc à tourner. Mais moi, j'ai à tourner juste un plan de moi en train de travailler, par exemple. Et lui, il va rajouter un truc par-dessus, mettre du contenu, etc., etc. C'est lui qui fait le travail d'aller s'intéresser à Shopify. Enfin, c'est lui. C'est pas lui directement. Lui, c'est le boss de l'agence. Mais c'est son équipe qui fait le travail d'aller s'intéresser à Shopify et trouver les contenus, etc. Et vous allez repost les shorts sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Shorts, Alors Instagram. Oui, sûrement, mais il n'y a pas l'automatisation, donc ça va juste servir à créer du contenu, quoi. Mais oui, on va le faire. Ok. Et l'automatisation, c'est parce que donc à la fin de tes shorts, tu mettrais un appel à l'action systématiquement vers le laisser écrivez un mot, ça, en commentaire du short pour recevoir un truc et reçoit automatiquement en DM et ManyChat envoie. Ouais, c'est ça. Et le but, c'est que ce soit pas forcément dans le short, mais dans la description. Donc, je pense que ce sera les deux, ou parfois l'un, parfois l'autre. Ils font des tests aussi en fonction de ce qui marche le mieux, en fonction des thématiques. Mais oui, c'est ça. Le but, c'est ensuite de leur envoyer un lead magnet, une formation gratuite ou quoi que ce soit. Et eux, ça leur permet ensuite, ensuite, ça permet aux visiteurs de rentrer dans le tunnel et de voir si ça intéresse ou pas. Les gens regardent vraiment les descriptions sur Instagram? Ouais. En fait, moi, j'ai été hyper choqué de à quel point... En fait, moi, j'ai réinstallé Instagram depuis quelques temps parce que j'ai rencontré quelqu'un ici qui ne parlait que par Instagram. Donc, j'ai retéléchargé Instagram. J'ai vu ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert un nouveau Instagram. J'ai vu plein de trucs dont j'avais pas du tout l'habitude. En fait, ce gars m'a contacté au bon moment puisque j'ai vu ce système de loop et je me suis dit, c'est tellement intelligent. En fait, c'est des shorts qui durent 4 secondes et qui ont une description longue comme le bras avec des trucs extrêmement intéressants à lire. Parce que du coup, le short tourne et on le revoit 10 fois, 15 fois. Et en fait, du coup, ça fonctionne extrêmement bien. Et toi, tu lis. Et en fait, quand c'est de l'éducatif, les gens lisent. Ça marche aussi avec du texte sur le short directement.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de textes écrits et puis derrière, il y a toi en train de bosser, toi en réunion, etc., etc. Tu vois l'idée. Et donc ouais, ça marche plutôt bien en fait. Il fait ça, ça vient des États-Unis comme tout, et il fait ça avec pas mal Bien de sûr. clients et notamment des gros clients. Il bosse, lui, il fait la stratégie Instagram complète de Margot Cunego, qui fonctionne comme ça à 100% pour ses shorts et ses reels. Je sais que c'est pas la seule, ils sont beaucoup à faire ça parce que ça marche en fait très très bien. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, je vais te dire ce que j'en pense, Louis. Merci Mhm. pour cette masterclass gratuite. Comme ça, j'ai pas eu besoin de payer un coaching. Et donc moi, j'ai déjà mon monteur pour les shorts. Donc maintenant, on a changé de stratégie et on va adopter cette stratégie d'ici quelques jours. Je te remercie. Voilà. Allez, bonsoir. Avec grand plaisir. Mais écoute, je connaissais pas du tout cette stratégie en particulier parce que le cœur de ta stratégie, c'est d'abord un hack avant d'être ensuite derrière les automatisations et la génération de prospects et tout. C'est d'abord un hack, c'est le hack de la description Ouais. avec la vidéo de 4 secondes. Et en fait, j'étais juste pas au courant que ça existait parce que de ma connaissance, je suis pas tombé une seule fois sur un short Ah comme ouais, ça. ok. Mais si tu me dis que c'est Margot Cunego travaille comme ça, par exemple, j'ai aucun doute sur le fait que ça fonctionne bien du coup. Bah oui, du coup, il y a des chances. Et non, non, je comprends le principe de la loupe et tout. Il y a des gens qui font ça très mal, hein, parce qu'en général, le principe d'une loupe, c'est que c'est juste à la fin. Et ça boucle avec le début. Et c'est pour ça que, et puis ça revient sur le Ouais. début, c'est ça que tu vois le plus couramment. Et c'est très souvent mal fait. Des fois, c'est très fluide et c'est incroyable, tu te rends pas compte. Et ça, c'est vraiment quand c'est incroyable, quand ça Ouais. marche bien comme ça glisse tout seul. Mais la plupart du temps, c'est tellement mal fait que tu vois l'astuce nulle du mec qui essaye de faire. Et bon, bah, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein, donc il a raison d'essayer, c'est pas grave. Au bout d'un moment, il fait mieux, au bout de 30 ou 60 shorts. Mais au début, c'est quand même un peu ridicule, quoi. Parce que quand tu vois la ficelle, mais la ficelle marche tellement mal que ça fait vraiment juste quelqu'un qui est à l'école, quoi. Et qui Ouais, a rendu son exercice à l'école et qui a essayé de faire le truc et tout, c'est un peu ridicule. et puis souvent, Je c'est des crois avoir trucs. fait une, deux ou trois loops dans ma vie. On a dû essayer peut-être deux, trois fois il y a longtemps sur deux ou trois shorts par hasard, mais voilà, sans plus. Et puis souvent, c'est des trucs que tu n'as pas forcément besoin de revoir. C'est-à-dire que Ouais. moi aussi, j'en ai vu plein de ce que tu viens de décrire. Mais en fait, souvent, c'est des trucs de divertissement et du coup, bah, tu n'as pas envie de le revoir, quoi. Tu as envie de passer au suivant. Là, ce qui est génial, c'est que moi, dans les vidéos, je ne vais pas parler. Il n'y a pas d'audio. Hmm. C'est vraiment que de l'image, Ouais, ouais. de la musique. Alors, ils font un travail sur les musiques qui est assez incroyable. Parce que je ne sais pas si tu as déjà eu ce problème, mais parfois, tu essayes de trouver une musique que tu as vu, enfin que tu as entendu sur Instagram ou ailleurs, et c'est quasiment mission impossible. Tu finis par retomber dessus par pur hasard, mais retrouver une musique que tu as entendue et que tu fredonnes, moi personnellement, je n'ai jamais réussi. Ça m'est arrivé plusieurs fois de chercher. Hmm. Et en fait, lui, il a quelqu'un de son équipe qui est dédié à écouter les musiques tendances sur TikTok, en faire des listes et du coup les réutiliser. Et ça marche plutôt très très bien puisque du coup il en a énormément. Et donc moi aussi au début je me suis dit Pour le coup, en tout cas, c'est vraiment le bon prix, hein. C'est 1500 euros, ça me paraît vraiment très correctement pricé. ouais, moi aussi. Et j'ai déjà vu des shorts, effectivement, qui sont très très courts, où c'est juste du texte pendant quelques secondes. Et donc, le temps que tu lises le texte, en fait, le short est Bah passé ouais. plusieurs fois. Mais c'est pas exactement ce que tu me dis. Enfin, c'est un peu la même chose, mais là, c'est moi, j'ai juste le texte dans le short et toi, c'est pas forcément comme ça. Mais il y a les deux, ouais. Mais en fait, moi, je connaissais juste pas les automatisations avec ManyChat. ManyChat, j'ai testé il y a très longtemps avec des automatisations sur Messenger essentiellement. J'avais juste pas compris que ManyChat c'était déjà diversifié et que ça marchait pas que sur Messenger. J'étais pas au courant. ManyChat, ça appartient à Meta. Ils ont pas racheté, non? C'est toujours une boîte indépendante. J'en ai aucune idée. Je me suis posé la question parce que Très curieux de savoir. Mais... c'est le seul outil d'automatisation C'est validé le par seul, Instagram. Ok. Non, mais comme tous ces outils sont connectés, enfin voilà, je me suis dit peut-être qu'ils ont racheté depuis et tout, je sais pas du tout. Mais non, je savais pas que ça marchait avec Instagram en fait. Je savais juste pas. Et c'est très intéressant. Donc c'est ce que font. Parce que par exemple, Margot Cunego, donc là on est parti sur une masterclass Instagram, hein, les amis, j'espère Tout à que ça fait. vous convient. Tout à fait, masterclass Instagram. Mais Margot Cunego, donc, qui est une entrepreneuse qui est dans l'infopreneuriat aussi, elle vend des formations, elle a construit la grosse partie de son audience, de sa commu et de son autorité aussi sur Instagram, il me semble, à la base, même si maintenant elle a une chaîne YouTube. Elle a vraiment, vraiment percé sur Instagram. Ouais.
Et donc, bon, c'était juste pour vous donner un peu le contexte. C'est quelqu'un qui forme au business en ligne, en fait, hein, tout simplement, il me semble. Enfin, Ouais, peut-être c'est plus précis alors, que ça, non ouais, c'est un poil plus précis que ça à la base. Là, elle est en train de lancer un deuxième produit, mais à la base, c'est pour accompagner les gens dans le scaling à la base. Ça s'appelle Boost ton biz, nom extrêmement bien trouvé. Ouais, ok. Et je crois que c'était très orienté aussi, même pour les freelances et tout, Ouais, ou les gens ouais, c'est qui ça. ont n'importe quelle petite activité sur Internet pour Ouais, c'est essayer ça. de... Voilà. Ok. Et là, elle est en train de lancer Et Lance donc, ton oui, biz c'est ce qui est pour les gens aussi qui partent de zéro, quoi. smart. Oui, logique. Et du coup, oui, elle fait ça. Donc, si Ouais. je comprends bien, sa génération de prospects sur Instagram, elle a beaucoup fait ça, ce que tu m'as Ouais. décrit là. Ouais, absolument. Bah, en fait, ça marche assez bien et ça fait grossir un compte Instagram assez vite. Puisque en fait, tes shorts peuvent partir viraux si c'est bien fait, ça part très très vite quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Elle n'est pas la seule à le faire, hein. Il m'a cité d'autres noms, des noms qu'on connaît. Là j'ai peur de redire une connerie parce que j'avais pensé à des noms qui au final il m'a pas dit, il m'en a dit d'autres. Donc, mais il fait ça avec des gros noms et ça marche très bien pour tout le monde. Son entreprise marche très bien. 1500, moi aussi, je me suis dit que c'était bien pricé. C'est pour ça que j'ai pas hésité à payer. Ce qui est en fait un peu, je crois, ma première délégation. Enfin non, maintenant on délègue aussi les miniatures et depuis peu le montage. Ouais. D'ailleurs, je suis en test d'un deuxième monteur vidéo. Parce que j'ai testé le monteur vidéo que tu m'as envoyé. Ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt pas mal passé. Il y a eu des trucs à redire. Mon monteur short. Ouais. Ok. Ouais, je l'ai pas testé sur du format long, enfin de la vidéo normale. Moi, Il c'est est- que du montage short. Pour le coup, il fait ça très bien. Il est vraiment pas cher Ouais. sur les vidéos longues, hein. Sur les vidéos longues, là, moi, il me prend 75 € par vidéo. Bah, je t'en ai parlé, hein, on peut vous le dire très clairement. En fait, s'il est pas cher, c'est parce qu'il est en Afrique. En fait, il vit, je sais plus où Ah, il mais vit. moi, j'étais pas sûr qu'il était en Euh, Afrique. Si, Dean, il Ok. fait du très bon travail et en vérité, à la base, je bossais avec quelqu'un qui était beaucoup plus cher et ça se passait pas toujours très bien. Et en fait, par un coup du sort, on a A/B testé plein de monteurs sur la plateforme ComeUp et en fait, on est tombé sur lui et non seulement il faisait du meilleur travail que les autres, mais en plus, il était beaucoup moins cher. Hmm. Mais en fait, il est beaucoup moins cher, non pas parce qu'il se brade, mais parce qu'il vit dans un pays où le niveau de vie n'est pas du tout le même. Je sais plus s'il vit au Congo, je suis pas sûr, je vais pas dire Ok. une bêtise. Mais il vit en Afrique, quoi. Donc effectivement, il est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. C'est pas faute d'avoir essayé de payer plus cher, hein, moi. Parce qu'avant, je bossais avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est eux qui m'ont pas gardé, quoi. Enfin, sans donner les détails. Donc, et je me retrouve avec Dean aujourd'hui et il fait un super travail sur les shorts, en tout cas. Puisque les shorts sont très dynamiques, Ouais. bien rythmés, bonne musique et tout. Ils sont vraiment normaux. Alors, c'est pas cette stratégie que vous décrivez là. Mais pour le coup, si vous voulez vraiment des shorts normaux et bien foutus, il fait un excellent travail. Et au prix auquel il le fait, bah forcément, c'est difficile de rivaliser avec ça, quoi. Quand tu Ouais. es sur le marché français, c'est là où il y a cette concurrence qui est un peu emmerdante et tout. Donc, c'est à vous d'élever le niveau de qualité et de service que vous faites, quoi. Au final, vous voyez, regardez ce qu'il fait cette personne-là avec qui tu as bossé. Ouais. Ce 1500 €, c'est très bien pricé, mais tu élèves aussi un peu ton standard, tes Ouais, standards, c'est le ça. service, ce que tu proposes. Et c'est comme ça que tu te retrouves à nouveau à proposer 1500 €, alors que tu fais pas forcément beaucoup plus de travail, mais c'est des optimisations, des trucs, de l'expérience accumulée aussi, un petit peu tout ça à la fois. C'est eux qui écrivent les posts. Alors oui, c'est ça le gros du boulot. C'est que Bon, il y a un petit peu plus de travail du coup. c'est eux qui écrivent les posts et c'est eux qui trouvent tous les sujets. Ok. Donc ça joue quand même. Ouais, non, il y a un petit peu de... Ouais, c'est ça. Et Ouais. donc là, du coup, c'est logique. Mais pour donner un exemple, là, je suis Pour le coup, il y a un peu de travail, et non seulement il y a un peu de travail, mais avec tout ce que tu me dis là, à la lumière de toutes ces infos, j'aurais presque envie de dire qu'ils sont pas assez chers Ouais. à terme. Bah mais ouais, peut-être. mais c'est bien, enfin en tout cas, je sais pas s'ils ont beaucoup de clients ou pas, et j'espère qu'ils écouteront pas ce podcast. C'est pas une incitation à faire payer Louis plus cher. Non, surtout pas. Mais je pense qu'en tout cas, si tu as un bon track record, ça vaut plus cher hein, pour moi. Ouais. Mais voilà. Je pense aussi. De toute façon, à voir, hein. Moi, je vais voir sur un mois. Si on est à l'équilibre ou un tout petit peu en dessous, je continue un deuxième mois pour voir. Si on fait 2 mois en négatif, ça saute. Ouais, ok. Logique. Non, mais super, super intéressant. Et effectivement, je pense que je vais regarder de plus près. On en reparlera en off, Ouais. hors podcast. Je vais regarder un petit peu comment ça se passe pour toi. Et puis, je pense qu'on va s'adapter. On va faire ça avec notre monteur actuel. Je vais pas
je vais le garder, on va continuer de bosser ensemble, mais je pense qu'on va s'adapter à cette stratégie-là. Mhm. Et parce que moi, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça décollait pas forcément beaucoup. Alors, je pense qu'il peut y avoir plein de raisons. Il y a plein de paramètres qui jouent. La thématique, elle joue aussi. Forcément. Le style de format qu'on a essayé joue. Il y a pas mal de choses. Et donc, c'était pas évident pour nous. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la croissance et la présence, brand awareness, du coup, de la marque sur plein de plateformes. Parce que pour le coup, faire des shorts, c'est être présent sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube Short. Donc, tu vois, c'est arrêter de faire des shorts. Je trouve que ça coûte cher, entre guillemets. Et surtout quand t'as Dean Oui. qui fait du super travail pour ce prix-là. Donc du coup, je me suis dit bon, on va continuer. Mais j'étais un peu plus dans un travail à la base. J'ai testé vraiment de faire quelque chose d'assez classique. On produit des shorts. Il y avait un appel à l'action à la fin des shorts. On avait un lead magnet dans la description de TikTok, d'Instagram. Et puis on essayait de récolter comme ça des prospects vers des petites formations gratuites ou des choses comme ça. Les résultats n'étaient pas fous. Très peu de ventes. Très rares ventes. TikTok, rien. Vraiment, c'est nada. Ça ne servait à rien, TikTok. C'est là où on collectait le plus de contacts de loin. Mais c'est aussi, c'est aussi là où de loin, les contacts étaient les moins qualifiés et les moins intéressants, quoi. C'était juste faire gonfler artificiellement ma liste mail, quoi. C'était vraiment ça. Donc, hyper déçu. À un moment, j'ai voulu arrêter avec Dean. On lui a dit qu'on arrête. Et puis, 2, 3, 4 jours après, on retourne vers lui, on revient vers lui, et puis on lui dit, mais en fait, on va continuer. Parce que j'ai fait un petit travail d'introspection. Je me suis dit, non, mais attends, regarde ce que ça te coûte, regarde ce que ça peut t'apporter. C'est quand même du brand awareness, ça reste une petite dépense, etc. J'ai mis tout ça dans la balance et je me suis dit, c'est pas grave, je continue. Et puis là, je teste autre chose, et je t'en ai parlé il y a quelques jours notamment. Plutôt que d'envoyer les gens vers une formation gratuite ou ce genre de choses, j'essaie de me dire que le tunnel de vente, c'est non pas un tunnel, mais un entonnoir, et qu'on est vraiment tout en haut de l'entonnoir, donc ce qu'on dit en marketing, top of the funnel. Et donc, le but, c'est pour les gens de découvrir mon travail sur YouTube. Et donc, TikTok, Instagram ou YouTube Shorts, ça envoie sur mes tutoriels et sur YouTube. Et ça fait grossir mon réseau social principal. Et les gens font connaissance avec moi, mon travail, les tutoriels, etc. C'est comme ça que je vois ma stratégie short, etc. aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on relance là les petites vidéos courtes d'ici quelques jours. Mais avec tout ce que tu m'as dit là, faut quand même que je regarde. Parce que moi, j'ai quand même envie de vraiment faire grossir mon compte Instagram. Je sens qu'Instagram, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est assez solide quand même comme fondation pour monter un business. Mais assez délaissé de mon côté pendant plusieurs années quand même. Ouais. Et pas une croissance de dingue malgré les shorts et tout. Il ne se passe pas grand-chose. C'est très, très stagnant malheureusement. Voilà. Donc ouais, je vais tester. Tu m'as fait un petit coaching du coup pendant ce podcast. Avec plaisir. Et le deuxième truc... je sais pas si on... Ouais, vas-y. Est-ce que le deuxième truc est assez long ou pas? Parce que du coup, comme on voulait avoir le temps de faire l'actu... il est assez long. Parce que là, le podcast, il va durer 2 heures, hein, sinon. Il est assez long et je suis en même temps en train de me dire qu'on pourra l'aborder la semaine prochaine. Mais c'est vraiment un truc important parce que je suis vraiment curieux d'avoir ton avis. C'est tellement un point problématique de notre business maintenant que, premièrement, ça remet toute l'activité ou presque en question. Et deuxièmement, on voulait prendre du consulting, enfin on va certainement prendre du consulting avec un mentor pour essayer de démêler cette situation. Donc j'ai teasé, on en parlera la semaine prochaine. Ouais, mais là, tu n'as pas teasé que l'audience, tu m'as teasé moi aussi du coup. Oui. Puis je peux pas te poser de questions entre temps parce que faut qu'on garde ça frais pour le podcast. Bien sûr. Ouais, bon, on n'en parle pas. Et toi, Alexis? Parce que ça permet d'embrayer sur l'actu, parce que j'ai dit au début qu'on parlerait de notre actualité, et puis on répondra à quelques questions vite fait à la fin. Et puis là, du coup, l'heure tourne. J'aborde un peu mon actualité. Ouais. Où t'en es? Où en est Copylost? Que se passe-t-il dans WP Origami? Et quel est ton chiffre d'affaires du mois de mars? D'ailleurs, c'est ça la première question à laquelle je veux que tu répondes. Ouais, je commence par le chiffre d'affaires. Bah ouais. Bah ouais, ok. Alors, mon chiffre d'affaires, donc il n'y a pas de problème pour parler de mon chiffre d'affaires si c'est un sujet qui vous intéresse, parce que des fois, je vois qu'il y a des séries de vidéos entières qui se font sur YouTube juste autour de ces thématiques-là un peu. Ça intéresse les gens. C'est très business pour le coup, mais moi, pourquoi pas? On peut en parler chaque mois, une fois par mois, faire un petit bilan du mois précédent si vous voulez. Ça me dérange pas en tout cas, si ça vous intéresse. Moi, sur le mois dernier, j'étais à 30. En fait, pour vous donner une idée, donc là, aujourd'hui, cette année, j'ai un plancher qui est à 30K, en gros. Donc 30 000 euros de chiffre d'affaires. Je ne vous donne pas les détails de comment c'est structuré, mon taux de marge, etc. Mais je vais juste parler chiffre d'affaires pour faire simple. Donc 30 000 euros, c'est mon plancher de cette année, ce qui représente une belle évolution par rapport à l'année dernière, puisque mon plancher l'année dernière, il était plus
autour de 20. Et encore, il y a eu quelques mois en dessous, donc c'est pas un vrai plancher. Et puis ensuite, il y a quand même une variabilité assez forte. C'est-à-dire que quand je dis ça, en fait, il peut y avoir un mois soudainement, l'année dernière, avec un plancher à 20, il peut y avoir un mois soudainement à 50. Vous voyez, donc c'est vraiment en dents de scie. C'est surtout les derniers mois de l'année où j'ai des gros mois de chiffre d'affaires autour de novembre-décembre ou en cas de lancement, un lancement important. Ouais. Par exemple, l'année dernière, on a lancé justement notre formation ensemble Oui, tout à fait. sur le freelancing WordPress. Mais ouais, cette année, j'ai un plancher à 30. Alors, quand je dis un plancher, c'est pas une moyenne. La moyenne est un peu plus. Du coup, la moyenne doit être, j'en sais rien, moi, 34, un truc comme ça. Et voilà pour le chiffre. Donc, mais ça, moi, il m'a fallu plusieurs années pour atteindre ça. C'est une progression qui est assez classique. Pas classique pour une boulangerie, un salon de coiffure, mais pour un business en ligne assez classique. Ouais. C'est-à-dire, j'augmente un peu tous les ans, en fait. Si vous voulez une idée un petit peu, je pense avoir très peu parlé de chiffres, donc je peux le faire là. Ça peut être intéressant. Ouais, Je vais vous donner mon chiffre d'affaires. Je vais vous donner en fait l'évolution de mon chiffre d'affaires. Je pense que ça peut être cool. Ouais, tout à fait. En 2020, j'ai fait un chiffre d'affaires de 26 000 euros avec des mois qui oscillaient entre 1000 et 2000 en général. C'était vraiment le début de mon activité. Et il y a eu vraiment un décollage à la fin de l'année quand j'ai fait une offre assez forte qui m'a permis d'atteindre mes premiers mois à 7 ou 8 000 euros de chiffre d'affaires. C'était un grand moment pour nous à vivre. Ensuite, en 2021, on a eu un plancher autour de 5 000 euros et plus. En moyenne, on était plus à 7, 8, 9 par là. Et à la fin de l'année, j'ai atteint ensuite mes premiers 22, respectivement en novembre-décembre, 22 000 et 18 000 euros. Donc ça, c'était fin 2021. Ça vous donne une idée de l'évolution un petit peu d'un business en ligne comme le mien, qui est pas business en ligne, mais voilà, c'est compétences marketing digital, internet. Enfin voilà, c'est assez vaste. Et donc, ça faisait une année à 108 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je suis passé de 26 000 euros à 108 000 euros de chiffre d'affaires. L'année 2022, je suis passé donc de 108 000 euros de chiffre d'affaires à 205 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc, ça faisait une moyenne à entre 10 et 15 000 euros par mois, avec des mois à 20, etc. Puis ensuite, le mois de novembre, ça a été mon premier mois à quasiment 50 000 euros de chiffre d'affaires, tout petit peu moins. Ça, c'était novembre 2022. Ensuite, de l'année 2022 à l'année 2023, je suis passé de 205 à... Tu te rappelles, Louis ? 350 ? Je me suis dit que là, il fallait faire participer le public. 350 ? Oui. Merci pour le non-suspense. Exactement, 350. Donc 350 tout rond. C'est ça qui est pratique, c'est quand on fait des chiffres tout ronds comme ça. C'est les chiffres qui ont l'air faux sur Internet, c'est quand tu donnes des chiffres ronds. Donc moi, je suis arrivé à 350, je me suis dit, c'est littéralement exactement le chiffre que je voulais dire pour résumer mon chiffre d'affaires. J'ai fait exactement ça. 350. Et je viens de me rendre compte que du coup, la première année, entre la première et la deuxième année, tu as fait x4. Tu es passé de 25 à 100. Entre la deuxième et la troisième, tu as fait x2. Entre la troisième et la quatrième, tu es passé de 200 à 350, tu as fait plus 150, donc tu as presque refait x2. Presque, ouais. C'est une croissance qui est quand même importante d'année en année, qui n'est pas si classique pour un business en ligne, je trouve. Alors, franchement, je ne connais peut-être pas assez de formateurs ou d'entrepreneurs en ligne. Enfin, voilà. Puis en plus, à quoi je me compare ? Est-ce que je me compare à du e-commerce ? Est-ce que je me compare à des gens qui font des formations ? Oui, alors vu comme ça, effectivement. Et puis donc, justement, là, en parallèle, les gens nous écoutent et ils me comparent avec toi. Donc, toi, par exemple, tu es un bon exemple de quelqu'un où ça va très vite. Mais effectivement, sur un business classique, je pense que moi, c'est quand même peut-être relativement rapide quand même, compte tenu du fait qu'effectivement, objectivement, c'est un x2, x4, etc. Ouais. Et puis, moi, ça va très vite, mais je ne suis pas du tout sûr que ça fasse un x4 entre la première et la deuxième année, par exemple. Oui, mais bon, ça, c'est pas le nombre de fois qui est important. Ça. Écoute, si tu fais que 400 000 euros la première année et qu'après, tu fais que x 1,5, c'est pas grave, ça fera toujours 600. Mais non, je vois bien ce que tu veux dire. Puis t'es très sympa, comment dire, putain, j'allais dire politiquement correct, je trouve pas mes mots. Cordial, courtois. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, mais il faut que les gens voient aussi. Vous voyez ? Bon, vous voyez ce que je veux dire. Il est sympa, quoi. Il essaie de dire non, mais tu sais, non, mais en vrai, pas tant que ça. Bref. Mais je trouve ça vraiment bien. Donc 350, c'était l'année 2023. Et puis l'année 2024 est partie pour être une grosse progression aussi par rapport à l'année 2023. Parce qu'en fait, j'arrive à faire des performances auxquelles je ne m'attendais pas forcément, puisque j'arrive à avoir un plancher à plus de 30, comme je disais. Et un plancher à plus de 30, ça fait déjà, et je dis c'est le plancher, donc la notion de plancher, vous la comprenez, c'est juste les points bas.
C'est pas les points hauts ou la moyenne ou la médiane ou quoi que ce soit, c'est plus. En fait, je peux vous dire, les mois de janvier, février, mars, c'était 37, 38 et 30. Et donc là, ça veut dire que déjà, on arrive déjà juste en lissant le chiffre d'affaires que je fais maintenant sur l'ensemble de l'année, sans même tenir compte du pic de chiffre d'affaires de fin d'année qui est saisonnier, qui est normal. On arrive déjà à 350 000 euros de chiffre d'affaires en fait, probablement, voire je les dépasse ou je les atteins à peine. Enfin voilà. Donc, je m'attends à une année qui progresse beaucoup par rapport à l'année 2023 quand même. Voilà. Encore faut-il travailler. Il faut faire des lancements, Oui. faut acquérir des clients, il faut faire de la promotion, voilà. Donc il y a du boulot. C'est pas vraiment passif, je vous le cache pas. Ça demande de mettre en place des choses, de bosser, loin de là etc. Mais ça fait plaisir. Voilà un petit peu, ça vous donne une idée parce que c'est vrai que j'ai jamais partagé ça publiquement et c'est un plaisir pour moi de le faire, il n'y a pas de souci. Voilà ma progression, quoi. Donc après, combien de temps ça va durer, j'en sais rien puisque vous savez, et c'est une magnifique transition, que justement mon focus va ailleurs sur un autre projet. Et donc, j'en profite pour rebondir là-dessus. Je pars sur mon actualité Copilot. Tu voulais réagir peut-être à quelque chose par rapport à mon chiffre d'affaires ou... Je voulais réagir à un petit détail qui est effectivement que c'est pas du tout passif. C'est-à-dire que là, les gens imaginent des énormes chiffres d'affaires et se disent « Waouh, mais 350 000, c'est énorme !» Une société de bâtiment général qui travaille en Île-de-France fait au minimum 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, pardon. Donc, faut remettre les choses en perspective. On a peut-être plus de marge qu'une société de bâtiment général, mais il y a quand même des chances qu'elle ait une marge suffisante pour pulvériser nos maigres business en ligne. Et donc du coup, faut remettre plein de trucs en perspective. C'est des gros chiffres par rapport à des salariés ou par rapport à des freelances, etc. Mais on n'est pas salarié, on n'est pas en freelance, c'est des grosses boîtes. Enfin, c'est des grosses boîtes, non, mais c'est des moyennes boîtes ou des PME, on va dire. Et une PME qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires en France, il y a des chiffres, quoi. Il y en a énormément. Donc, on n'est pas des grosses boîtes. On n'est pas non plus des indépendants, on est des boîtes qui fonctionnent. Moi, là, plus je gagne d'argent, plus j'en dépense. Alexis, il a réussi à assurer une stabilité, une pérennité mois après mois et année après année. Voilà, il faut remettre les choses en perspective. C'est pas si impressionnant que ça. On vit pas comme beaucoup vous le montrent sur Instagram. C'est même pas notre but d'ailleurs. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas mon but. Je sais qu'Alexis, c'est pas son but. Après, c'est un choix aussi. Donc, ah oui, c'est un choix, ça c'est sûr. C'est un choix. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Après, pour vivre comme tu le décris là sur un mode de vie un peu Instagram, il faut vraiment littéralement cramer tout son argent. C'est-à-dire que je pourrais le faire, mais je crame tout mon argent, quoi, vraiment. Mais c'est un choix. C'est-à-dire que ce qu'on dit là, on a choisi de ne pas le faire. Je pourrais un peu le faire. Pour être tout à fait franc, comme je suis en SASU et que mon seul salarié, c'est ma compagne aujourd'hui, dans l'école en tout cas, ça tend à changer, il y a plein d'évolutions là récentes, mais aujourd'hui, on n'est toujours que 2. Et c'est vrai que comme c'est de la formation en ligne, ça veut dire que les taux de marge sont très élevés, produits numériques. Et aujourd'hui, on arrive à tenir tout ça à 2. Et la vérité, c'est que si on voulait juste garder l'école à 2, que j'avais pas Copilot, que j'avais rien d'autre, on pourrait sans problème continuer de croître en restant à 2 comme on le fait aujourd'hui. Alors certes, on a des freelances, mais je ne vais pas vous faire l'affront de faire comme si c'était des membres de mon équipe. C'est des freelances, donc j'ai des gens qui font des miniatures, il y a des gens qui font du montage, etc. Mais je ne vais pas vous dire qu'on est 4, 5, 6, on n'est rien du tout. C'est juste des freelances qui bossent pour moi. Mais nous, on est toujours juste que 2. Et on a toujours un taux de marge qui est assez important. Ce qui fait que, factuellement, effectivement, si j'avais envie de cette vie-là juste et que je ne réinvestissais pas comme je le fais aujourd'hui, au point où je n'ai quasiment plus d'argent du tout, ce qui se passerait, c'est que oui, mon niveau de vie sera assez différent aujourd'hui, je pense, clairement. Et je pourrais avoir beaucoup plus de côté. Et c'est possible. Ça peut être bien aussi pour les gens qui se projettent et qui se disent c'est possible même en restant en France d'ailleurs, puisque je suis toujours en France, le truc c'est d'être en SASU déjà de une. Et c'est intéressant de vous renseigner aussi sur les options fiscales de comment fonctionne la SASU. Moi, je suis plus, c'est plus le cas maintenant, mais jusqu'à l'année dernière, j'étais en SASU à l'impôt sur le revenu. C'est une option qui peut durer 5 ans que vous pouvez choisir d'opter pour. Et donc, du coup, la société sera transparente et les revenus de l'entreprise seront vos revenus personnels. Et donc après, il y a un certain nombre de mécanismes qui rentrent en jeu qui fait que ça peut devenir très intéressant, en tout cas les premières années de votre activité. Alors après, si vous faites beaucoup de chiffre d'affaires, comme par exemple moi,
L'année dernière, quand je dis beaucoup, toute proportion gardée, mais je veux dire, à partir de plusieurs centaines de milliers d'euros, ça commence à faire beaucoup d'impôts aussi, il faut le savoir évidemment. Mais ça reste vraiment très très intéressant et vous pouvez avoir, si vous avez envie, si c'est vraiment votre objectif de vie, vous pouvez avoir un peu plus une vie de pacha, quoi. C'est pas impossible, c'est juste pas les choix que nous on a fait. Moi je réinvestis beaucoup, donc je ne vois pas trop la couleur de l'argent, de cet argent-là aujourd'hui en tout cas, là tout de suite, j'en ai profité un petit peu par le passé. Et Louis, bon bah c'est aussi pour ça qu'il peut partir voyager, vivre à Dubaï, quoi. Il n'y a pas de fumée sans Tout à feu, fait. donc Louis, il n'y a pas d'argent Non, magique. ça coûte très cher. Ouais, voilà. Donc Non. voilà, c'est juste pour dire, voilà, c'est de la nuance dans la nuance, tu vois. Il y a la nuance dans la nuance dans la nuance. Oui, je vois. Un entre-deux finalement. Un entre-deux, exactement. Parce que après, les gens se disent, oui, la vie Instagram, c'est pas possible, tout le monde nous ment et tout. Non, mais enfin, si, c'est possible. Il y a des trucs, voilà, évidemment, c'est possible. Si je dépense 20 000 € par mois, c'est possible. Mais non. Non. Ouais. Bon, et donc, qu'est-ce que je fais de tout mon argent justement? Eh ben, je dépense tout dans un projet qui s'appelle Copylost. Alors, je vais pas vous réexpliquer tout ça parce que je l'ai fait dans plusieurs podcasts. Allez réécouter tous les anciens podcasts d'entre deux si vous voulez en savoir plus. Ou tapez Copylost sur Internet. Maintenant, de toute façon, il y a un site officiel. Enfin, vous pouvez aller voir, vous renseigner, etc. Alors du coup ça c'est mon actu, moi je suis pas parti à Dubaï, moi j'étais supposé une fois qu'on se retrouve dans le podcast avoir lancé une plateforme Copylost. Écoute, c'est vrai ça? J'étais supposé l'avoir fait, oui c'est vrai. Comment se passe ce lancement alors? Ah ouais, très bien, vraiment merveilleux, en fait j'ai déjà revendu le business, j'ai eu une proposition. Ah super, ça c'est top. Ouais, en fait c'était un tel succès. Même vu d'avance, prémédité, on s'est dit en fait c'est sûr que ça a tellement marché, il y a des acheteurs, ils ont vu le truc, ils se sont dit bah attendez les gars, non ne lancez surtout pas, donnez-nous juste le projet comme ça en l'état, on s'occupe de tout. Et voilà, j'ai fait un exit et je suis donc sur une île au Panama, sable blanc, eau transparente. Magnifique. Le Panama, tu vas te faire chier je pense. Ah, il y a des belles îles, si c'est juste pour être une île sur une île pendant quelques jours, c'est pas, voilà, il y a moyen. Ah oui, non pardon, si c'est quelques jours. Quelques jours, je reviens après. En France, dans ma ville natale, à Nantes. Non, alors bon, plus sérieusement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, effectivement, la plateforme qui est, je le répète rapidement, donc c'est un hébergeur WordPress, un hébergeur qui est spécialisé WordPress. Cette plateforme, on devait la lancer je sais plus, mais mi-avril, quoi. On l'a pas lancée pour quelle raison? Alors, en fait, je crois que la dernière fois que j'en ai parlé sur le podcast, je devais même le lancer avant mi-avril. À un moment, je devais le lancer en janvier. Ensuite, ça a été décalé en février parce qu'on voulait coder des trucs en plus. Donc, c'était normal, c'était anticipé. Ensuite, on s'est dit, ça va sortir en mars. Parce qu'arrivé en février, on voyait bien que de toute façon, ce ne serait pas tout à fait prêt. On s'est dit, non, mais il n'y a pas de souci, ça va sortir en mars. Et puis, arrivé en mars, on n'était pas prêt encore, le temps que les choses se mettent en place. Donc, on s'est dit, ça va être avril. Parce que du coup, là, j'appelle mon CTO. Je lui dis, on va caler une date, on va se mettre une deadline. On va dire, c'est en avril. Donc, c'était, je ne sais plus, le 15 avril, je pense, 13, 14 ou 15 avril, un truc comme ça. Et puis arrivé mi-avril, même quelques jours avant, les problèmes s'accumulent. La pression s'accumule, le stress s'accumule un petit peu pour certaines personnes notamment qui bossent dans le projet. Moi, ça va. Mais il y a des gens qui bossaient sur le projet, notamment des développeurs, où ils se disaient très clairement, c'est pas prêt en fait. Et là, il y a tel problème. Et puis là, on n'arrive pas à discuter avec tel sous-traitant. Ils ne nous répondent pas. Et puis ça, c'est pas prêt, on n'a pas fait de test, etc. Et donc, tout ça s'est accumulé. Et en fait, il y a eu vraiment plein de trucs il y a eu un embouteillage de problèmes qui fait qu'on pouvait juste raisonnablement pas sortir le projet dans les temps, comme on le voulait. Le premier étant que déjà, il y avait des sous-traitants avec lesquels on bosse qui ne nous répondaient pas, qui mettaient un temps fou à nous répondre, parfois jusqu'à 15 jours avant d'avoir une réponse. Et donc, c'était très compliqué d'avancer là-dessus. C'était bloquant, nous, pour sortir la plateforme. L'autre point, c'est que on a une phase de test. Quand tu lances un SaaS, tu as une phase de test. Tu cherches des bugs, tu cherches le petit trou de souris, tu t'engouffres dedans, tu essaies de tout casser, etc. C'est une phase qui est normale. Et le but, c'est juste que la plateforme soit la plus stable possible, et que ce soit plus vraiment une bêta, en quelque sorte, et puis tu lances ta plateforme. Pour un petit SaaS tout simple, assez banal, j'en sais rien, moi, un outil de scrapping LinkedIn, si tu veux, ça prendrait certainement peut-être quelques jours de faire cette phase de test et de lancer la plateforme. Sachant que la phase de test, évidemment, au fur et à mesure que tu fais les choses,
Tu as une version démo, en staging, je dirais, de ton produit, de ton projet, de ton SaaS. Tu testes les choses au fur et à mesure. Donc évidemment, tu te rends compte au fur et à mesure s'il y a des bugs ou pas. Mais il y a quand même un rush à la fin où tu testes à fond la plateforme pour vérifier que tout fonctionne et que c'est stable. Donc, pour une petite plateforme, petit SaaS, pas de problème, ça prend quelques jours. Oui, sauf que nous, c'est un hébergement WordPress. Et alors là, vous imaginez pas le nombre d'effets de bord possibles, vous imaginez pas le nombre de trucs qu'on peut faire, de trucs qu'on va chercher, de trous de souris, comme je disais juste avant, où tu dis, mais attends, il se passe quoi s'il clique ici? Il se passe quoi si on fait un transfert d'un site, mais dans le transfert de site, il y a un nom de domaine qui était déjà partagé sur un autre compte. Et il se passe quoi si je clique ici? Et il se passe quoi si... Et alors, ça n'en finit pas. Et en fait, cette phase de test qu'on avait estimée à quelques jours, quand tu lances un SaaS, en fait, quand c'est un SaaS compliqué, ça peut prendre plutôt quelques semaines. Et c'est ça qu'on n'avait pas forcément très très bien anticipé. Peut-être communication pas suffisamment fluide sur ce plan-là, avec l'équipe technique et moi. On va appeler moi l'équipe de marketeurs, vous l'appelez comme vous voulez, enfin juste moi, quoi, leadership du projet. Pas assez clair à ce niveau-là. Je pense aussi qu'il y a un manque d'anticipation de la part de certaines personnes qui bossent sur le projet côté technique, mais ça vient du fait, pour prendre leur défense, que le projet est très compliqué et que en fait, personne n'a jamais vraiment spécialement bossé sur un hébergeur avant, et c'est normal. Tu t'attends pas en bossant sur un hébergeur à avoir une équipe entière de gens qui ont déjà bossé sur un hébergeur. Enfin, je veux dire, tu peux attendre 5 ans avant de sortir un hébergeur dans ces cas-là. Et donc, forcément, c'est un projet assez compliqué, etc. Et personne ne voit totalement la complexité du projet et la mesure est capable d'estimer exactement, précisément tout. Donc là où ils pensaient peut-être que cette phase de test allait prendre quelques jours, ça s'étale plutôt sur quelques semaines. Ça, cumulé, et le fait que tout le monde part en vacances, les congés, en particulier notre ingénieur cloud qui part en congé pendant 15 jours, congé qui était posé depuis longtemps avant, hein, mais là, du coup, c'était juste pas possible de sortir la plateforme. Voilà, pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer là. Manque d'anticipation de la phase finale, de test, de débugger, etc. Plus des sous-traitants qui répondent pas, qui nous font prendre du retard. Plus des oublis de tests où on se dit mais attends, on n'a pas codé ça parce qu'en fait on n'avait pas pensé à ce scénario-là. Et là pour le coup, même moi, il y a des trucs auxquels j'ai pas pensé. Tout le monde. Hein. Plus des gens qui partent en vacances, fait que c'était pas possible de sortir la plateforme dans les temps. Donc voilà. Ouais, c'est le métier qui rentre, comme on dit. Je suis pas super inquiet par rapport à tout ça. C'est pas bien grave en vérité. Il faut pas que ça dure non plus 10 ans parce que moi ça me met de plus en plus une pression financière quand même parce que je continue de financer ce projet en permanence. C'est l'école qui finance le projet et qui prête l'argent tout le temps, tous les mois. Et au bout d'un moment, ça fait beaucoup d'argent. Donc il y a un moment où il faut sortir la plateforme. Chaque mois où la plateforme n'est pas sortie, c'est un mois de chiffre d'affaires perdu. Donc je peux pas me permettre de la sortir dans 2 mois, dans 3 mois. Tu as une idée du montant total de l'investissement dans Copilot jusqu'à maintenant? Je crois qu'on est aux alentours TTC, mais du coup ça veut rien dire parce qu'en fait maintenant on récupère une partie de la TVA. On récupère notre TVA puisqu'il n'y a pas de rentrée d'argent du tout, il n'y a pas de recette. Donc l'État nous fait un chèque derrière. Je pense que c'était près de 200, un truc comme ça. 200 000, pas loin. Je pourrais aller vérifier mais bon, je le ferai. Ah non, j'allais faire la blague. J'allais dire 200 € pour lancer un SaaS, c'est quand même raisonnable. non, 200. Et 200, c'est comme j'étais en SASU à l'impôt sur le revenu. Alors, je ne vais pas vous décrire exactement les mécanismes, le comment du pourquoi, vous pourrez vous renseigner. Mais du coup, c'est en grande partie mon argent personnel en réalité qui est dans ce projet. C'est de l'argent qui était le mien plus que celui de l'entreprise. Voilà. Mais donc du coup, la plateforme n'est pas sortie et aujourd'hui, compte tenu on a regardé un petit peu les congés des uns des autres et puis le temps de développement, de plus de choses, etc. Et donc, ça sortira le mois prochain tout simplement. Là, maintenant, la nouvelle date qui est posée, c'est le 13 mai, qui correspond vraiment à la croisée des chemins de tout le monde, où tout le monde est disponible. On peut lancer la plateforme, il y aura eu un mois de dev en plus. Donc là, on devrait être vraiment très très bien. Ça nous permet aussi de développer un petit peu plus de choses au passage. Ça nous permettra de tester plus la plateforme. Bref. On lancera dans les meilleures conditions possibles. Donc on est finalement, personne n'est responsable de ça et tout le monde est responsable. Voilà, tout simplement. Mais je trouve ça intéressant ce qui se passe parce que j'ai l'impression que c'est vraiment juste de l'apprentissage de lancer un SaaS et tout. Et je suis pas surpris en fait des erreurs qu'on a fait. Je suis pas choqué
abasourdi par ce qui se passe, par la situation, et je me dis ouais en fait les choses devaient se passer comme ça, ok je comprends ce qui s'est passé, voilà les erreurs qu'on a fait et à ne pas reproduire, notamment moi une meilleure visibilité sur les congés des développeurs, de l'ingé, etc. Là maintenant j'ai un Google Calendar avec une visibilité claire sur les congés de tout le monde. Donc voilà, on apprend, on n'est pas bête quoi, si tu veux. C'est-à-dire si on a vraiment les mêmes conditions, Ouais. on recommence pas les mêmes erreurs. C'est vraiment ça qui se passe, tant qu'on progresse, moi ça me va. Et est-ce que, parce qu'en fait, pendant que tu racontais tout ça, j'étais en train de me dire, mais j'ai trop envie de voir ça sous forme de vidéo YouTube. J'ai trop envie de voir en fait l'avancée du projet sous forme de vidéo YouTube, peut-être sur une chaîne Copylost. Ah non, parce que ce sera la chaîne WP Origami. Ouais, c'est la chaîne. Mais, ouais. Mais est-ce que tu as pensé à en faire de la création de contenu? Et une question dans la question, est-ce que tu connais Benjamin Code, Oui. qui à la base est un développeur, mais qui maintenant s'est orienté sur la documentation de la création de son SaaS? Oui, je connais Benjamin Code. Je crois que d'ailleurs, il a changé à un moment. Il a fait un premier projet. Il n'est pas allé au bout, je crois, et il lance un deuxième projet, si je ne dis pas de bêtises. Donc, J'ai pas entendu parler du premier. ouais, bah, je sais plus. Je crois que c'était une application de rencontre basée sur tes goûts musicaux, il me semble. Je comprends que ça a échoué. Non, Mais, non. Le concept était intéressant. La manière dont il le présentait, je voyais un peu l'UX et tout. Parce que c'est vrai que, mine de rien, quand tu veux être en relation avec quelqu'un, si tu as comme point commun les goûts musicaux, il y a une accroche qui est intéressante, peut-être. Pour faire une plateforme de rencontre un peu Ouais. niche, un peu différente, Ah, c'est intéressant. tu alors vois. oui, il y a une accroche. Il y a une accroche pour démarrer une Mais conversation. non, parce que et tout, ça, imagine je suis selon d'accord. comment est fait la plateforme, l'algo et tout, tu vois, tu te fais un profil vraiment. Imagine, tu as des pourcentages de matchs où tu as vraiment les mêmes goûts musicaux. Souvent, quand tu as les mêmes goûts musicaux que quelqu'un, il y a un terreau culturel qui peut être un peu identique sur plein d'autres sujets de la vie en fait. Alors, Et je trouve que c'est pas inintéressant, oui. encore une fois. Après, c'est une question de branding, Oui, c'est-à-dire que si ce même projet fait du marketing d'influence et se paye des influenceurs pour faire des placements de produits sur ici Japon, des trucs comme ça, je pense que là, ça devient vraiment intéressant. Ok, là où moi je suis extrêmement sceptique de ça, c'est que j'ai les goûts musicaux d'à peu près personne dans mon entourage. Et le meilleur exemple, je pense, c'est toi. Je pense qu'en termes de goûts musicaux, on est deux opposés. Alors, j'aime beaucoup de choses, donc il y a forcément du terreau commun, mais globalement, ce que j'écoute au quotidien te ferait saigner les oreilles, je pense. Ouais, ok, mais Et, moi, et- on est d'accord, ce qui nous intéresse, c'est pas l'exception, mais la règle, tu vois. Et en général, ce que j'observe autour de moi, c'est que souvent les gens, et vraiment Ok. j'observe beaucoup autour de moi, je pense à ma Ok, sœur, ok. je pense à mon beau-père avec quelqu'un d'autre, là, du coup, je pense à plein de cas, et je me dis en fait, à chaque fois, putain, c'est dingue à quel point les gens se rencontrent et s'attirent sur la musique, et à chaque fois, il y a un truc avec la musique quand même. Ok. J'observe beaucoup Ok, ça. ok. Donc pour le coup, peut-être que toi et moi, qui ne sommes pas en couple, par ailleurs, Louis, je te le rappelle, on n'est peut-être pas Par le ailleurs. le bon exemple. Mais tu écoutes du rap peut-être beaucoup, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Ouais, beaucoup. Ah ouais. Non, bah ça va mettre fin à notre relation, ça. Non mais je plaisante, Beaucoup et je suis un depuis mec très d'internet, longtemps. je suis Évidemment. développement personnel, je ne suis qu'amour, je ne suis couverture d'esprit. Évidemment que j'aime les gens qui écoutent du rap. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On peut rester amis. Et depuis très très longtemps, parce que j'ai eu mon premier MP3 rempli de rap qu'on m'a donné, enfin qu'on m'a obligé à écouter. Ah bah voilà, ça a j'avais commencé 7 ans. comme ça aussi. Donc ça a commencé comme ça. Ouais. J'avais 7 ans, donc ça fait extrêmement longtemps que j'en ai écouté énormément. Mais là n'est pas le sujet. Et donc, ok, donc il a lancé ça et maintenant il documente la création de son SaaS et les différents problèmes et l'argent qu'il a gagné, qui d'ailleurs était extrêmement faible par rapport à ce que je m'imaginais, parce que ça c'est quelques centaines d'euros, voire quelques dizaines. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si peu, mais c'est un SaaS qui met en relation des créateurs et des marques. Très bonne idée, je pense. Est-ce que tu as pensé à faire ça? Et si oui, pourquoi tu le fais pas? Je le fais pas pour deux raisons pour le moment, mais je suis ouvert, comme je le disais juste avant, à changer d'avis. Parce que je pense que j'attends une bonne raison de le faire. Je vais te donner mes deux raisons. La première, c'est qu'il est tard. Parce que ça fait 1 an que c'est en développement et j'y ai pensé plein de fois, sauf que le temps passe.
Et donc, il y a du temps qu'on ne rattrape pas. Et donc là, la maturité du projet, ça n'a rien à voir avec quand c'était en cours il y a 6 mois ou même il y a 1 an, quand c'était à peine de la pré-prod. Et ça, je t'avoue que ça change un petit peu. Enfin, je n'ai pas la même motivation à me lancer dans du vlog alors qu'on est autant avancé en réalité dans le projet. Ça me fait un petit peu chier. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je n'ai pas compris en quoi ça servirait mon business aujourd'hui, mon activité, et en quoi ce serait intéressant pour les gens sur ma chaîne WordPress qui, rappelons-le, est une chaîne de tutoriel avant tout. C'est Monsieur Tuto. Ce n'est que ça, ma chaîne. C'est très peu une chaîne où les gens relate avec moi. C'est très peu une chaîne où les gens suivent Alexis FH. D'ailleurs, je le vois, des fois quand je pose des questions, je dis posez-moi des questions pour une FAQ, etc. En moyenne, surtout que j'en ai fait déjà plusieurs, les gens me posent très peu de questions sur moi. Tout le monde s'en fout. Je dis ça amicalement, hein, évidemment. Mais je veux dire, c'est une chaîne de tutoriel, c'est une chaîne WordPress, c'est une chaîne pour apprendre, pour progresser, etc. Donc, ok, j'ai un personal branding, Alexis FH existe, tout ça c'est important, mais ça reste à modérer, je trouve, dans le cadre de ma chaîne YouTube principale. Or, si j'avais fait une série de vlogs comme ça, c'est très personnel, c'est très start-up, c'est très en décalage avec ce que je produis sur ma chaîne. Et je l'aurais forcément posté sur cette chaîne-là parce que je n'aime pas l'idée de devoir monter une autre chaîne, une nouvelle chaîne, et que ce soit comme un nouveau projet ou quelque chose de nouveau, de différent. J'ai pas envie de m'éparpiller, j'ai pas envie de faire autre chose. Et pour moi, du coup, ça n'a pas sa place sur la chaîne YouTube principale. Si ça n'a pas sa place là, je me dis que ça a sa place nulle part. Et en même temps, je suis d'accord avec toi, je pense que ça aurait pu être très intéressant de le documenter, d'en parler davantage, de montrer des images, de montrer tout ça. Mais ça aurait été intéressant du point de vue des gens qui regardent des vidéos YouTube. Enfin, rien à voir avec mon business actuel aujourd'hui, tu vois. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu lancer ce podcast. Je l'ai dit au début, j'ai dit ça me permettrait de parler de copilot régulièrement, de parler du développement d'un SaaS, et je sais qu'on ne s'attarde pas du tout là-dessus, mais ça peut être intéressant. Et ça permet, le podcast, c'était une des raisons. Je me suis dit, on pourra parler de copilot plus souvent, du développement d'un SaaS, et de voir vraiment depuis le développement jusqu'à monter une équipe et tout, et de voir l'ascension espérée de ce projet, même de s'internationaliser, parce que moi, c'est quelque chose que je ferai. Tout ça, c'est pas quelque chose que toi, tu feras dans les années à venir. Et du coup, la nature de nos deux projets est très différente. J'ai toujours l'école origami, c'est vrai. Mais je pense que moi, c'est pas voué à croître comme toi. Tu vas faire croître ton business de formation, sans doute pas. Donc, il y avait une super complémentarité entre nos projets. Et ouais, j'avais très envie d'en parler, mais en tout cas d'en parler quoi, en podcast, pas de faire des vlogs. Ouais. Ok, je vois. Ok, ouais, c'est ok. Une réponse très explicite. Ok, bah écoute, je te souhaite le meilleur. J'espère que c'est vrai, que t'es pas trop stressé et que tu vis bien, parce que je sais que Alexis FH vit à peu près tout bien, parce qu'il arrive à tout relativiser, à tout remettre en perspective, à tirer les bonnes ficelles. Personnellement, exactement, c'est exactement ça. Mais j'aurais dû être asiatique. Moi, je serais sûrement assez énervé. Et plutôt pas mal stressé, puisque un déménagement à l'étranger m'a fait énormément stresser au point, alors pas intérieurement, mais au point que mon corps me le fasse sentir. Alors du coup, le lancement d'un SaaS à 200 000 euros, je pense que je pense que mon corps m'aurait parlé aussi. Mais il n'y a pas après, le meilleur et je suis pressé de tester. Le problème, c'est le recul peut-être empathique que j'ai en fait vis-à-vis de la situation, mais j'arrive pas à sortir juste de l'énervement gratuit. En fait, j'ai vraiment besoin que si je m'énerve, il y ait une bonne raison de le faire parce que quelqu'un ou quelque chose mérite cet énervement. Or, quand on est en retard dans un projet comme ça, je ne vois pas de coupable. Je vois que tout le monde est responsable, mais personne en même temps. C'est-à-dire que, ok, telle personne aurait pu plus anticiper, mais du coup, a posteriori, c'est toujours plus facile a posteriori, c'est normal, ça s'appelle de l'expérience. Je vois aussi que j'aurais pu faire preuve d'un meilleur leadership et de créer les meilleures incitations, un meilleur calendrier, de meilleures deadlines, etc. Et en fait, je vois tout ça à la fois. Et du coup, je me dis, bah non, cette fois, je ne peux pas m'énerver. Je m'énerve contre qui, contre quoi? Et donc, je vois tout ça. Alors, justement, c'est comme ça que je fais pour relativiser dans le cadre d'un projet comme le développement d'un SaaS, tu vois, par exemple. Alors, je comprends. Mais quand je disais que je serais sûrement énervé, je ne voulais pas dire contre quelqu'un. Loin de là. Mais je voulais dire contre la situation. Un énervement mêlé à de l'impatience, du fait que ça ne se lance pas, que ça devait se lancer en janvier. Finalement, ça je suis très impatient, hein, c'est le cas du coup. Le fait que tu évoques
que c'est pas grave, qu'il faut pas que ça dure, et que pour l'instant c'est pas grave, me fait aussi me dire qu'il y a aussi une partie de toi quelque part qui imagine un pire potentiel. Enfin, une potentielle situation comme étant la pire. Ce serait quoi le pire possible, vraiment le pire du pire du pire? Le pire en l'état, ce serait que la plateforme ne marche réellement pas. Ça, ce serait le pire. C'est-à-dire qu'on la met en prod et une fois qu'on l'a mise en prod, donc mettre en prod, ça veut dire la passer live, hein, la mettre à disposition, faire une vraie plateforme, dispo, etc. Les gens peuvent acheter et que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire littéralement, je viens, je mets un premier site, un deuxième site et c'est éclaté de partout, ça ne fonctionne pas, il y a des problèmes et en fait, juste pour le dire vulgairement, le code ne marche pas, quoi. C'est vraiment ça. Le projet ne marche pas. Ça, c'est le pire scénario. Ce qui est évidemment très improbable parce que si ça fonctionne en staging, ça fonctionne en live, hein. Il n'y a pas une grosse différence. Ouais, Il y a bien une sûr. différence, c'est pas la même chose, mais voilà. Enfin, mais ça, c'est le pire scénario. Si tu me demandes vraiment le pire truc, c'est que j'ai Et- l'impression d'avoir jeté 200 000 euros Ok. par la fenêtre, quoi. Ok, et le pire truc a quand même une résolution possible. Un code qui fonctionne pas, on rembourse les gens actuels, on enlève, on fait un super marketing pour expliquer et on corrige. Mais tu veux dire, on Il y a abandonne une le projet solution dans le au sens pire où en c'est fait. pas grave, j'ai juste perdu de l'argent, mais personne n'est mort? Ou tu veux dire dans le sens, non, on Non, continue, on fait que ça marche, et c'est ça que tu veux dire? non, dans le sens où on continue. Oui, oui. Mais il y a toujours en fait si tu veux, c'est une espèce de grand arbre décisionnel dont le bout de toutes ces branches de l'arbre décisionnel, à la fin, c'est toujours qu'il y a une plateforme qui marche et qui rapporte de l'argent et qui a des clients et qui rend tout le monde content. Ouais. Moi, les clients, les développeurs, enfin voilà. Donc pour moi, la fin, l'issue, elle est toujours favorable, elle est toujours positive. Ça reste un happy ending quasiment quoi qu'il arrive, mais ça dépend aussi de sur quelle échelle de temps, de mon niveau de patience et de tout ça, quoi. Mais je pense qu'à la fin, au bout du compte, quel que soit ce qu'il arrivera ces prochains mois, il y aura de toute façon un happy ending, puisqu'à la fin de la journée, je ne fais que faire, pour le dire très simplement, un hébergeur WordPress et les gens peuvent venir héberger leur site. Et ensuite, ils laissent leur site là, il n'y a pas de problème, tout roule. Que je fasse un truc incroyable ou pas, dans tous les cas, pour moi, il y a un happy ending à la fin. C'est sûr, c'est certain. Et puis, pour mon école, WP Origami, je te propose d'en parler la semaine prochaine parce que là, ça fera, sinon s'éterniser pas Ouais. mal le podcast. Évidemment, il y a des petites actus et tout, mais après, c'est bien de me laisser une semaine de plus. J'aurai plus de choses à raconter. De toute façon, j'ai fait un peu. On a parlé de mon chiffre d'affaires toutes ces dernières années. Donc, on a parlé un petit peu de l'école. Ouais, tout à fait. Je sais pas si tu voulais rebondir sur un truc par rapport à Copylost, mais en tout cas, c'était mon actu. C'est pas sorti. C'est toujours en cours. Tout va bien. Il n'y a pas le feu. Et on avance, quoi. Donc, je sais pas si tu avais un dernier point, une question. Très bien. Non, j'ai déjà rebondi sur les trucs que je voulais, c'est-à-dire la manière dont tu peux appréhender le truc, et puis la manière dont tu communiquais aussi. Mais non, c'est très intéressant. Effectivement, je suis impatient de savoir comment ça va se passer, l'avancée de tous ces projets. Et pour WP Origami et ShopeeOS, on en reparlera effectivement. Il y a des choses en test je suis pressé qu'on se les partage. Et puis par rapport en plus à toutes ces questions là de maîtriser un peu ses émotions, de stoïcisme, d'énervement ou de pas énervement, je pense que c'est un peu mon rôle aussi. Le CEO, ça fait partie de son travail aussi, de prendre l'énervement, de le mettre dans une jauge, une éprouvette, une bouchée, et ensuite de l'utiliser comme un outil utile au service de l'entreprise quand c'est vraiment utile. Donc toutes ces questions de management, de leadership, de donner une direction, de faire que les choses avancent, de faire que les gens communiquent bien, moi aussi, avec tout le monde. Je pense que ça fait partie de mon travail. Donc j'essaie de voir l'énervement au maximum comme un outil et pas comme une conséquence d'une situation ou de quelque chose qui arrive. Et je pense qu'il y a des moments où ce sera sûrement utile de montrer mon agacement, comme ça a pu arriver un petit peu ici ou là, vraiment avec parcimonie, hein, vraiment. Parce que c'est pas super naturel pour moi, mais des fois ça m'est arrivé de vouloir, avec l'un de mes associés, faire passer un peu un message peut-être de l'état d'esprit général dans lequel j'étais, et je me suis dit que c'était utile de pas non plus être juste un psychopathe et de montrer aucune émotion, mais au contraire de faire passer un message et de dire là je suis peut-être un peu sec, là je vais un peu plus vite, un peu plus à l'essentiel que d'habitude, un peu moins user-friendly, le Alexis là, et c'est volontaire. Et là le but c'est d'envoyer un message. Mais je pense que ça fait vraiment partie de mon travail, en tout cas moi je le vois comme ça aujourd'hui. C'est en quelque sorte du management, de la communication, tout ça. Et en gros ce que je dis c'est que être
calme, posé et maître de ses émotions, ça peut être utile et pratique quand on est CEO et ça peut être un outil, une compétence, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Il y a forcément besoin dans la communication, les relations avec les gens. Ouais. Ok, très Les bien. deux questions que je t'ai posées en début de podcast, Louis, je te propose Tout à fait. de ne pas y répondre dans cet épisode parce que ça fait Cliffhanger. je pense qu'on a 1h30 là, hein, plus d'une heure et demie d'enregistrement. Ouais. Donc on va pas aller au-delà. Ça fait plein de choses à aborder la semaine prochaine, mais en même temps, il faut bien qu'on ait des choses à se dire, hein, toutes les semaines. Donc Tout on à parlera de l'actualité de nos deux écoles parce que j'ai l'impression que ça y est, hein, on peut parler d'une Tout à école fait. te concernant aussi. Moi, ça n'a jamais été aussi vrai Je que pense aussi. maintenant, en tout cas la direction que je prends. Et ça a l'air d'être ton cas aussi. Tu Tout prends à même fait. cette direction plus vite que je ne l'ai fait, mais bon, c'est pas comme à ton habitude. Très bien, on va pouvoir parler de nos écoles. C'est plus simple maintenant parce qu'on sait pas trop comment dire. Sinon, on dit à chaque fois nos business de formation, des trucs un peu comme ça. Tu sais, à chaque fois que je dis business, même au bout d'un moment, même pour moi, j'ai l'impression que ça finit par devenir vulgaire. Ouais, Je sais ouais. pas, je dis bon, le business. Ouais, je vois ce que tu allez, veux on dire. parle de business. Ouais, en fait, c'est rigolo. Normalement, le mot me dérange pas, sauf qu'à force de dire là, si je vous dis mon business de formation, ça fait vraiment le mec, il est arrivé là par hasard et il se dit bon, bah, je vais monter un business Ouais. et tout. Alors que quand tu dis une école, il y a une mission. Ouais, Et puis, c'est exactement. pas des clients, c'est des élèves. Tu vois, c'est quand même beaucoup plus noble. C'est des élèves. C'est beaucoup plus bien noble sûr. et je trouve ça Ah, beaucoup plus c'est- agréable de parler d'une c'est- école en fait quand on parle d'un business de formation finalement. C'est tout le langage que j'utilise depuis un peu plus d'un mois à peu près. Je me suis mis à l'utiliser partout et à le répéter. Ouais. Et aussi la notion de professeur que j'aime beaucoup m'octroyer et qu'on m'octroie beaucoup aussi. Ouais. Donc oui, ça fait partie du positionnement général de nos activités Bah, indépendantes. très bien. Tu as le sceau Alexis FH, approved by Alexis FH. Et donc, on fera l'actualité un peu de nos deux écoles la semaine prochaine, encore un peu plus, parce que je sentais que tu Tout voulais à me fait. solliciter sur d'autres questions et puis vraiment des détails pratico-pratiques, vraiment de stratégie, de tactique. Parce que là, on a parlé d'Instagram assez longtemps, mais je pense que tu as d'autres sujets à aborder comme ça. Donc, semaine Ouais. prochaine. Et puis, quoi d'autre? Répondre à mes deux questions. C'est vraiment con, j'ai ouvert Oui, le tout à podcast, fait. les gens, ils vont faire tout le podcast. Et ils vont se dire, ah, moi, à la fin, ils vont répondre à ces Zut questions. alors. Là, ça fera 1h30 qu'ils nous écoutent et ils vont voir qu'ils n'ont pas la réponse. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est con, hein. Il va falloir écouter l'épisode de la Mais semaine ne prochaine. nous laissez pas d'évaluation 4 étoiles, s'il vous plaît, parce que 4 étoiles, ça a l'air bien, mais en fait, c'est comme Non. pour les restaurants. En fait, c'est nul. 4 étoiles C'est sur pas bien. 5, on ne C'est va nul. pas dans un restaurant qui a 4 étoiles sur 5. Non. Donc, un podcast c'est qui a nul. 4 étoiles sur 5, on n'écoute pas un podcast qui a 4 étoiles sur 5. Non. Donc, on a besoin de vous pour 5 étoiles. Et comme on est à la fin du podcast, autant au début, c'était un peu rapide. Voilà, je comprends. Mais là, je pense que c'est le bon moment. Là, vous avez passé 1h30 avec nous. Et donc, je pense que vous avez vraiment envie de nous encourager, de faire plus d'épisodes. Parce que là, il n'y en avait pas beaucoup ces dernières semaines. C'était prémédité, mais quand même. C'est vrai. Peut-être qu'on en fera moins Mais s'il n'y a quand pas même. assez d'évaluation. Peut-être que le futur de ce podcast dépend de vous. Je suis en train de me dire que je dis ça, il y aura 0 évaluation. Et moi, je serai tout seul. C'est ça, hein, quand on parle à quelques centaines de personnes. Vous êtes, je l'ai déjà dit plein de fois, mais vous êtes quelques centaines en gros, quoi, en tout canaux confondus, à écouter chaque épisode. Mais voilà, vivement qu'il y ait 1000 écoutes par épisode. Non, mais sans blague, sinon blague à part, laissez-nous une fait. évaluation, ça nous aide beaucoup. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Alexis et à bientôt tout le monde. À bientôt. Ciao.